Bien, bonjour, Monsieur le Président, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette matinale de la disruption. Alors je vous dois trois explications très simples. D'abord, pourquoi disruption? Nous organisions couramment avec la Tribune et Jean-Christophe Tortora des matinales. Ça marchait très très bien, il y avait beaucoup de monde, des personnalités de grande qualité. Simplement, c'est lorsque ça marche bien qu'il faut changer nécessairement. Et donc Jean-Christophe m'a dit, il ne faut surtout pas s'endormir, il va falloir faire évoluer la méthode. Pourquoi pas la disruption? Alors j'avais entendu parler de ce terme, j'ignorais la signification exacte, je suis allé voir. Et disruption, j'ai compris que ça faisait référence à des tremblements de terre. On n'en est pas très loin en fait. Mais que le mot lui-même appliqué à la communication, nous le devons à un fils de pub, c'est Jean-Marie Dru en 1992, qui l'a inventé dans le domaine qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Et donc nous avons dit, pourquoi pas? On va essayer la disruption à condition de trouver des personnalités qui s'y prêtent. Je ne serais pas loin de penser que ce matin, c'est notamment le cas. Deuxièmement, pourquoi Sébastien Bazin? Vous allez l'entendre. Vous l'entendrez avec intérêt. C'est un professionnel de très grande qualité qui, notamment dans son parcours, a été un financier hors pair. Financier remarquable, très subtil, très agile, très intelligent, très fin. Lorsqu'il a décidé de modifier son évolution professionnelle et de devenir un patron, une entreprise, et pas une toute petite entreprise, un certain nombre de commentateurs se sont dit, mais c'est un métier différent, il n'y arrivera pas, c'est pas possible, c'est pas du tout la même approche. Il y a une dimension qui, normalement, elle devrait lui faire défaut. Et là, c'est une vraie disruption. Non seulement il était capable de s'emparer de cette responsabilité nouvelle, et en même temps, il a fait suivre à cette très belle société une évolution qui est véritablement une révolution par rapport à la stratégie qui était définie précédemment. Et troisièmement, pourquoi la Chambre de commerce? Quand on regarde la Chambre de commerce, on dit que c'est un établissement public, l'hôtel Potocki, on n'est pas vraiment dans le monde de la disruption, sauf que peut-être, est-ce que vous ne nous connaissez pas totalement? On est aussi capable d'évoluer de manière brutale. Il n'y a pas que l'hôtel Potocki, nous avons d'autres activités très différentes pour lesquelles nous ne sommes pas très éloignés du concept qu'on va évoquer aujourd'hui. Par exemple, nous nous intéressons au tourisme, plus particulièrement au tourisme d'affaires, bien sûr comme observateur de la vie économique, mais aussi parce que nous sommes un petit peu opérateurs, nous sommes aussi un petit peu acteurs. Par exemple, dans le tourisme d'affaires, les salons et congrès, nous allons inaugurer à la fin du mois de novembre à la Porte de Versailles. Nous sommes en charge notamment de la Porte de Versailles et de quelques autres sites que vous connaissez comme Villepinte ou la Porte Maillot. Porte de Versailles, on va inaugurer tout simplement le plus grand centre de congrès d'Europe avec un concept totalement nouveau. Je ne vous en dirai pas plus, vous irez le découvrir. C'est totalement nouveau, il n'y a pas l'équivalent. Ça a suscité un tel enthousiasme de la part de celles et ceux qui organisent des conférences que la réservation est déjà pratiquement complète jusqu'en 2019, mais vous pouvez vous inscrire si vous avez des idées pour la période suivante. Il y a encore un peu de place au-delà de 2020. Et de la même manière, dans cette activité de tourisme, nous avons notamment dans nos écoles une très très belle école, je crois avoir aperçu le directeur Bruno Demonte, qui est à proximité, école de la restauration et de la gastronomie. Nous nous sommes dit, pourquoi pas aussi l'hôtellerie? Pourquoi nous ne serions pas capables de créer aussi une école de l'hôtellerie? En France, il y en a quelques-unes, mais nous avons aussi la capacité de le faire. Et il se trouve que non seulement l'hôtellerie va commencer, la formation va commencer dès le mois de septembre, mais plus encore, nous avions besoin d'un hôtel d'application. Nous avons trouvé des lieux superbes, sublimes, à proximité immédiate de Paris. Il y a simplement 2 ans de travaux pour le transformer. Vous verrez que lorsque l'inauguration aura lieu, c'est sur les hauteurs d'Issy-les-Moulineaux, avec un vieux bâtiment et une vue superbe sur tout Paris et un grand parc. 5 hectares, je crois, Étienne, 5 hectares. Simplement, il nous manquait pour mettre en œuvre ensuite cette opération, il nous manquait un opérateur, quelqu'un qui connaisse le métier. Nous avons cherché, je crois que nous avons trouvé, il y a en France, nous avons la chance d'avoir sur le territoire une petite entreprise qui connaît un peu cette activité. Sauf erreur de ma part, son siège doit être situé à Issy-les-Moulineaux. Je vous en ai déjà beaucoup trop dit. Jean-Christophe, à toi la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et industrie de Paris, cher Didier Kling, ravi de démarrer notre rentrée ici, dans cette chambre qui est la maison de tous les entrepreneurs. J'ai 2 minutes pour remercier tout le monde, faire un peu de réclame et parler d'avenir. Tout
Tout d'abord, cette matinale de la disruption, c'est une réflexion que nous avons menée en début d'année, notamment avec mon nouvel associé Franck Julien, patron d'Atalian, et je salue son épouse Sophie Pécry, au président de CityOne. On s'est dit, le monde va très vite, s'accélère. Aujourd'hui, que ce soit les ETI, les PME, les startups, ont besoin de mieux comprendre les stratégies des grands groupes, notamment du CAC 40. Ils sont face à des nouveaux concurrents, ces nouveaux barbares. On en parlera avec Sébastien Bazin. Et pour nous, c'était intéressant justement de pouvoir, autour de ces matières de la disruption, bien comprendre cette économie d'aujourd'hui qui présente à la fois, bien sûr, bien des dangers, mais aussi de nouvelles opportunités. Alors, comme invité, vous l'avez dit, Didier, je crois qu'on ne pouvait pas mieux rêver que d'accueillir Sébastien Bazin pour plusieurs raisons. Vous êtes à la tête d'Accor Hôtel maintenant depuis 4 ans. Je crois que vous avez fêté votre 4e anniversaire la semaine dernière. Et j'allais dire que votre groupe a été confronté à la fois à ces barbares, ces nouvelles plateformes, les Airbnb, on en parlera, et d'autres acteurs. Vous avez réorganisé le groupe, vous avez accéléré au développement à l'international, vous avez été plutôt sur des segments de marché plus haut de gamme. On parlera de cette stratégie que vous avez menée, on va dire, à 200 à l'heure. Merci en tous les cas, Sébastien Bazin, de démarrer avec nous ce nouveau rendez-vous. Et j'allais dire, en plus, dans une actualité, dans quelques jours, Paris, ce n'est un secret pour personne, accueillera, en tout cas sera la ville choisie pour les JO. Et on a envie de dire, vous qui dirigez le fleuron mondial et français du tourisme, quels seront les impacts aussi pour notre pays, pour la France et pour Paris. Remercier Jean-Louis Bouchard, parce que dans cette matinale de la disruption, on va être disruptif. Il n'y a pas que les journalistes qui peuvent poser des questions. Il y aura Philippe Mabi qui va poser des questions à Sébastien Bazin. Mais les patrons vont aussi débattre entre eux. Le premier d'entre eux, ça sera Jean-Louis Bouchard, président d'Econocom, qui dirige un grand groupe leader en Europe pour accompagner les entreprises dans la transformation digitale et dans les solutions digitales. Donc Jean-Louis Bouchard, avec qui nous coéditons, voilà, ça c'est la séquence réclame, un livre, un MOOC qui sort dans 2 jours en kiosque, 50 idées pour changer le monde. Voilà, Good Innovation, Better Planet, en tous les cas, avec Jean-Louis Bouchard, qui débattra avec Sébastien Bazin. On parlera bien sûr de technologie, d'innovation, mais avec Jean-Louis Bouchard, la place de l'homme est un enjeu important dans les organisations et dans les entreprises. Et enfin, Sébastien Bazin débattra avec Nicolas Hazard. C'est un entrepreneur, un jeune entrepreneur de 35 ans qui révolutionne la Californie. Il a développé des entreprises aux États-Unis, en Afrique et en France. Pourquoi il révolutionne la Californie? Parce qu'il apprend aux Américains à faire du business, mais à développer une économie plus inclusive. Ça sera la séquence de fin de cette matinée. Voilà, je souhaitais simplement, pour terminer, remercier également les femmes de la tribune, parce que c'est une rentrée où il y aura plus de mixité dans notre journal. Et je salue, parce qu'elles font leur première entrée, Delphine Chen, directrice générale de la Tribune, et Azilis de Verinas, vice-présidente de la Tribune, qui sont dans la salle. Et pour terminer, parce qu'il faut aussi encourager les initiatives lorsqu'elles sont portées par des Français à l'échelle mondiale, je tenais à saluer Olivier Maurier et Xavier Leclerc, qui sont les porteurs de Rio Futuro. Ce sont 2 Français qui ont lancé à Rio le premier festival de transformation digitale. Ça a été un succès au mois de mai. Et je tenais à les saluer, ils sont venus exprès, Monsieur Bazin, vous voir ce matin depuis Rio. Excellente matinée. Bien, avec une telle introduction, Sébastien, venez vous asseoir. Alors, je sais pas, on n'a pas fait de plan de table, mais mettez-vous à côté de moi, ici, et puis on aura nos 2 invités tout à l'heure. Avec une telle introduction, Jean-Christophe, Didier, évidemment, vous avez affiché la couleur, et donc je vais essayer d'être à la hauteur de ce que vous avez lancé. Donc oui, matinale de la disruption, parce que la Tribune veut être le journal de la disruption et des disrupteurs. Matinale de la disruption aussi parce que, j'ai envie de dire, un disrupteur sachant disrupter doit toujours savoir disrupter sans son chien. Enfin, c'est un petit peu le débat du moment. On peut être disrupteur ou on peut être disrupté. Et dans le cas d'Accor, comme dans le cas d'ailleurs de beaucoup de secteurs économiques, j'allais dire la totalité, compris la presse, cette question de jusqu'à quel point on peut se faire piquer sa chaîne de valeur par de nouveaux acteurs qui arrivent
et qui vont venir finalement complètement modifier les conditions d'exercice de votre métier, c'est quelque chose qui est une réalité, ça s'accélère, et donc on veut comprendre, et c'est pour ça qu'on a pensé à vous, Sébastien, pour nous expliquer ce cas dans le secteur du tourisme. Alors juste pour commencer, dire un mot, le contexte du secteur du tourisme en France est plutôt bon, on a eu, malgré le contexte des attentats, un bon premier semestre, ça redémarre. Mais il y a un problème français dans le cas du tourisme, c'est qu'on accueille le plus de touristes dans le monde, mais en termes de valeur, on n'est pas le pays qui tire le plus de valeur de ce tourisme. Et donc, il y a un vrai défi économique pour la France. On en a parlé notamment il y aura le cas des JO, il y a le tourisme d'affaires. Donc, on va essayer de parler de tout ça. Ma première question, peut-être, j'ai envie de raconter la première fois qu'on s'est vus. C'était il y a un certain temps. Vous alliez devenir président du PSG. Ah oui. Vous étiez un financier pas encore repenti et chez Colony. Et alors, vous me disiez, mais c'est pas compliqué, Accor, il suffit de vendre les murs. Il faut que Accor, dont vous étiez actionnaire, il suffit de vendre les murs. Il suffit finalement que Accor devienne un hôtelier locataire de ces murs et on va générer de la rentabilité, on va faire remonter le cours de bourse. Enfin, c'était un raisonnement, j'allais dire, des années 2000, du milieu des années 2000. Et puis aujourd'hui, vous avez un disrupteur, un grand groupe de la Californie qui s'appelle Airbnb. Il ne possède aucun mur. Il est aujourd'hui le premier ou l'un des premiers hôteliers du monde. Je crois qu'il y a 2 millions d'annonces Airbnb qui sont disponibles dans 191 pays. Donc j'ai envie de dire, est-ce que vous auriez pu avoir l'idée d'Airbnb, puisque finalement c'était un peu ça, le concept de l'hôtellerie sans mur, et finalement faisant appel à une nouvelle économie, celle de la collaboration, celle de l'économie Internet qui est en train d'exploser. Est-ce que c'est quelque chose que, financier, vous auriez pu imaginer et qui vaut aujourd'hui 30 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de 2 fois la valeur d'Accor? Il vaut peut-être 30 milliards de dollars. Peut-être, vous avez raison. On n'en sait fichtre rien. Bon, d'abord, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Didier, comme introduction, tu pourrais peut-être mettre un peu de bémol. Je n'ai pas tout bien fait dans ma vie, loin s'en faut. Déjà, vous dire une chose sur le pourquoi le monde du tourisme est probablement celui qui a été disrupté le plus vite. En fait, pour 2 raisons assez simples. Première raison, c'est une des plus grosses industries au monde, le monde du tourisme et du voyage, puisque c'est 1 emploi sur 11 dans le monde. C'est 2 fois ou 3 fois plus gros que l'agriculture en termes de masse. C'est une industrie extraordinairement lisible, prévisible, puisque c'est une industrie qui a une croissance depuis 20 ans, et probablement dans les 20 prochaines années, entre 4 et 5% par an, sans jamais discontinuer. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui 1,3 milliard de gens qui voyagent. En 1950, c'était pas très loin. En 1950, ils étaient 25 millions. En 1980, 200 millions. Donc on est déjà à 1,3 milliard et on sera à 2 milliards extrêmement vite. Tout ça s'accélère en grande partie, parce que les gens ne font pas le lien, mais le lien est évident, en grande partie avec les compagnies aériennes low cost. C'est-à-dire que le coût d'un voyage aujourd'hui est probablement 1/3 du coût du même voyage il y a 10 ans. Et donc c'est une industrie qui, en plus, non seulement elle augmente en termes de taille, mais elle est très corrélée au développement des pays dans lesquels elle se trouve, c'est-à-dire l'émergence de la classe moyenne, puisqu'elle a donc des moyens pour sortir de son pays ou voyager à l'intérieur de son pays. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous voulez disrupter une industrie, vous avez besoin de taille, vous avez besoin de clarté, et vous avez besoin d'un enjeu mondial, c'est-à-dire d'une interaction, une interface client entre différentes cultures par des applications mobiles, technologiques ou autres. Et donc cette industrie est extrêmement évidente pour beaucoup de gens, en tout cas pour s'y intéresser. Et puis parce que, je le dis et je prends largement la responsabilité, parce que j'étais administrateur pendant 14 ans du groupe Accor. Dans ce que mes prédécesseurs n'ont pas vu, je ne l'ai pas vu non plus en tant qu'administrateur. Mais cette industrie est une des rares qui n'est pas encore consolidée. C'est-à-dire que vous avez des dizaines de milliers d'hôteliers indépendants dans le monde. Le seul territoire dans lequel vous avez une majorité de chaînes hôtelières, c'est les États-Unis. 70% des chaînes aux États-Unis sont entre les mains de 5 acteurs, Hilton, Marriott, Interconti, Hyatt. En France, on est très gros, mais les chaînes, nous, le Louvre, nous n'avons que 30% du marché ensemble. Vous allez en Italie, 95% du marché italien, ce sont des hôteliers indépendants. Et donc,
les grosses chaînes sont bourrées de certitudes. Pendant 50 ans, on a très bien gagné notre vie parce que cette industrie avait une croissance de 5% et que ça gommait beaucoup d'erreurs commises par le management. Et parce qu'on avait une interface très claire avec des agences de voyage traditionnelles qui s'appelaient Carlson, qui s'appelaient American Express, ou l'agence de voyage à côté de chez vous, qui pendant 50 ans nous ont facturé 10% pour faire venir un client. Et donc 10%, c'était le coût de la transaction. Et est arrivé, effectivement, deux acteurs complètement différents, ce qu'on appelle deux mutations, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est ça qui est intéressant. Le premier, c'était une évidence, qui s'est dit les agences de voyage traditionnelles n'ont pas révolutionné leur accès, leur interface client et leur technologie avec leurs propres clients, et donc les OTA, agences en ligne, Booking, Expedia, Ctrip, se sont créés et n'ont apporté qu'un volet technologique. Et donc une interface plus rapide, un choix plus élargi. Et donc pour nous, hôteliers, c'était formidable. On s'est dit, tiens, voilà un gars qui est plus malin, et en plus, ça nous coûte que 10%. Même taux de commission et démultiplication de l'accès à un nombre de clients plus vaste et plus éloigné. Donc nous, on embrasse ça, et franchement, on s'en fout que l'agence de voyage traditionnelle disparaisse. Parce que ça n'a jamais été notre métier. On l'a vu venir, on n'a pas anticipé la taille qu'ils allaient prendre, et on s'est fait prendre par la patrouille comme tout le monde, puisque le 10% de l'époque est devenu 20% aujourd'hui, et donc ça devient effectivement assez confiscatoire. Et puis surtout, qui détient la relation client, qui a cette base data client. À peine 5 ans plus tard, ça on parle des années 2000, 2002, 2003. Je dis juste en parenthèse, parce que les gens comprennent bien ce dont on parle, Booking, Expedia ensemble, qui ont 80% du marché mondial, s'est créé donc un oligopole en à peine 10 ans. Ensemble, ça vaut 130 milliards de dollars de valeur boursière. Ils ont ensemble 80 000 employés. C'est-à-dire, quand vous comparez les 130 milliards, vous prenez Hilton, Marriott, Interconti, Hyatt, Starwood. Ensemble, on est à 130 milliards, toutes les grosses chaînes, et nous avons plus de 3 millions de collaborateurs. Donc, ils ont bâti en 10 ans ce que nous avons peut-être bâti en 60 ans. Et puis, vous avez la deuxième chose, qui est arrivée 5 ans ou 6 ans plus tard, qui est effectivement Airbnb, qu'on n'a pas vu venir non plus. Et donc, à la question, est-ce qu'on aurait dû participer? Sûrement oui. Est-ce qu'on aurait pu participer? La réponse est non, parce qu'on n'a pas réfléchi. Et donc, on n'a pas ouvert nos chakras, et parce qu'on a regardé notre nombril. Et Philippe, je vais vous dire un truc, parce que c'est aussi corrélé là-dessus. Et Airbnb, aujourd'hui, c'est formidable. Ça marche très bien. C'est en attaque frontale vis-à-vis de nous, mais j'allais dire, c'est pas Airbnb qu'il faut blâmer. Airbnb est en train de répondre à une demande de client, ou alors anticiper une demande de client. Donc, nous, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux donner de similaire à nos clients, de manière à ce qu'ils puissent avoir un choix entre Airbnb et Accor. Ce n'est pas pour tuer Airbnb, et on reviendra là-dessus. Mais la vraie erreur de jugement, et on en parlera, j'imagine, avec Jean-Louis et avec Nicolas, c'est toutes ces entreprises traditionnelles, et moi j'ai pris un temps fou à regarder que s'est-il passé, pourquoi est-ce qu'on a raté Booking, pourquoi est-ce qu'on a raté Airbnb. Et la principale raison, c'est parce que les grandes entreprises traditionnelles ont eu de cesse pendant 2 siècles de ne regarder que soi-même. C'est-à-dire de rentrer dans un schéma de pensée qui est de dire quels sont mes brevets, quelle est ma technologie, comment je vais le produire, et je vais aller après faire une démarche de vendre ce à quoi j'ai pensé à des éventuels clients. Donc c'est ce qu'on appelle du inside to outside. Donc je me regarde et après je vends. Toute la rupture, c'est un schéma de pensée rigoureusement inverse. Ce sont des gens qui écoutent dans la rue ce qui se passe dans la rue, ce que demandent les clients, et après ils se démerdent pour inventer ce que le client n'a pas. Et donc, de se regarder soi-même, on a oublié de regarder ce qui se passait, et donc on a juste à s'en prendre qu'à soi-même. Et donc le schéma est un schéma mode de pensée différent, remise en cause de l'organisation, et en plus, ce qui est le plus compliqué, et là aussi on en reviendra probablement avec mes 2 interlocuteurs tout à l'heure, la rupture la plus difficile, c'est l'organisation. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, mais je veux juste pour vous en 2 minutes, parce que c'est tellement simple. Ces entreprises numériques, quelles qu'elles soient, qu'elles s'appellent Facebook, qu'elles s'appellent Google, qu'elles s'appellent Uber, peu importe, elles ont 4 choses en commun. Toutes. La première chose, c'est que toutes ces entreprises nouvelles ont été créées par des gens de moins de 35 ans. 90% d'entre elles. La deuxième chose en commun, c'est que toutes sont basées sur une techno
Tout part d'un volet technologique plus rapide, plus efficient, plus ergonomique. Toutes ont décidé de partir sur une feuille de papier blanche. Pas d'habitude, pas de normes, pas de standards, pas d'héritage, pas de collaborateurs. Et enfin, la cinquième chose, elles ont toutes décidé que leur audience client serait le monde et pas la ville dans laquelle ils sont situés. Parce que la technologie leur permet d'accéder à différentes cultures, différentes géographies. Vous prenez ces 4 éléments-là que vous retrouvez partout et vous les comparez aux grandes entreprises françaises, américaines et autres. Nous sommes toutes gérées par des gens qui ont plus de 55 ans. Nous avons tous 50 ans d'histoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une feuille de papier blanche. On a tous oublié d'investir sur la techno parce qu'on pensait que la nôtre était suffisamment bonne. La seule chose qu'on a en commun, c'est que heureusement pour beaucoup des grandes entreprises, on a déjà un effet taille mondiale et donc on a une part de marché qui nous permet de résister. Et la résultante de tout ça, c'est dans l'organisation, toutes les entreprises traditionnelles ont vécu et vivent encore, même si moi j'essaie de casser ça, sur une organisation pyramidale, hiérarchique. Et c'est drôle parce que je regardais le livre, ce que vous avez donné. La personne, et de loin, qui m'a totalement bouleversé il y a 3 ans et demi, c'est Joël de René, et qui fait la préface du livre. Vous passez une demi-heure avec Joël de René, il est en train de il bouleverse la façon dont vous réfléchissez, parce que voilà un homme, je ne sais pas quel âge il a, Joël, probablement 80 ans, 80 ans. Et il surfe encore. Oui, mais il a une agilité de quelqu'un qui a 22, 25 ans. Franchement, s'il y a une personne dans le monde que j'ai rencontrée qui est en avance sur son temps, c'est Joël. Et donc voilà, et alors que toutes les autres ont une entreprise, organisation horizontale. Et donc je fais exprès pour bousculer mes collaborateurs. La première chose que j'ai faite en déménageant, c'est supprimer les bureaux de coin. Ça a l'air bête, hein. Mais dans toute notre entreprise, 10 ans, 15 ans, 20 ans de maison, plus on augmente, plus on a le droit à trame de fenêtre. Et quand on est arrivé, on a le bureau de coin. C'est fou, hein. Et donc ces privilèges-là font que ces certitudes, ces normes, vous imposez aux jeunes ce que vous avez vous-même, ce qu'on vous a imposé à vous-même, et donc vous n'écoutez plus personne, et donc vous perdez cette génération qui pourtant est la seule qui va nous amener à nous remettre en cause, c'est-à-dire de ceux qui ont entre 18 ans et 35 ans aujourd'hui. Donc voilà, c'est une longue réponse, mais j'essaie juste de dire, et on va parler de ce qui va se passer après, parce qu'on est disrupté, on peut largement mourir, hein. Je l'ai dit depuis le début, ça fout la trouille en bourse, mais des groupes comme les nôtres peuvent parfaitement avoir disparu dans 15 ans. Merci Sébastien pour, j'allais dire, ce chapeau, comme on dit en journalisme, qui est extrêmement clair et qui pose plein de sujets sur lesquels on va revenir. Peut-être le premier sur lequel je voudrais revenir, c'est, Didier l'a dit, vous faites partie, je dirais même dans l'ensemble de l'hôtellerie traditionnelle mondiale, Accor Hôtel fait partie peut-être des groupes qui mènent la contre-offensive de la façon la plus, non pas violente, mais virulente, en tout cas déterminée. Vous avez porté plainte contre Booking sur un certain nombre de points, prenant d'ailleurs la tête du combat des hôteliers indépendants sur la question de la liberté de fixation des tarifs des hôteliers. Sur Airbnb, vous êtes en train vous-même de dire, Airbnb, on ne va pas faire comme si ça n'existait pas, mais on peut peut-être faire mieux qu'Airbnb. Vous l'avez d'ailleurs dit dans la presse, nous serons meilleurs qu'Airbnb dans un certain nombre de domaines. Vous avez investi, donc vous vous êtes disrupté, si je peux dire, vous-même dans des Airbnb, alors sur des positionnements, vous allez nous expliquer ça, plutôt haut de gamme, avec des rachats. Donc, vous avez mis en place, bien sûr, un plan de transformation digitale du groupe et on en reparlera, vous avez évoqué le facteur RH, vous avez mis en place un shadow comex, comme on dit, c'est-à-dire des 13 jeunes de moins de 35 ans avec lesquels, dites-vous, et vous nous direz si c'est vrai, vous ne prenez aucune décision sans les avoir consultés. Donc tous ces changements que vous avez impulsés, finalement, qu'est-ce que aujourd'hui, avec le recul, vous avez le sentiment que vous allez dans la bonne direction, que ça permet effectivement de répondre à ces défis? Vous avez dit le défi est potentiellement mortel. Je regardais votre cours de bourse. Alors il y a une nouvelle moyenne, c'est que c'est un peu difficile en ce moment. Il n'y a pas encore de succès boursier de cette stratégie. Mais en revanche, si on regarde toutes les études d'analystes, tout le monde est à l'achat sur Accor Hôtel en ce moment, ce qui est plutôt rassurant. Et donc, ça veut dire que le potentiel est là. Donc, est-ce que la stratégie, peut-être redécrypter cette stratégie digitale de réaction, et puis à quel rythme vous pouvez espérer en avoir des résultats?
Quel rythme? On a fait beaucoup de choses en 4 ans. On a bouleversé beaucoup d'habitudes. Moi, j'ai un sentiment profond, hein, c'est que je ne vais pas assez vite. Vous parlez aux collaborateurs du groupe Accor, ils ont un sentiment exactement inverse, c'est qu'on va beaucoup trop vite. Et je fais exprès de pousser les limites parce que dans à peine 6 mois, et ça a commencé depuis 1 an et demi, de toute façon, on est déjà confronté à l'intelligence artificielle. Ces petites enceintes que vous retrouvez maintenant chez Google, chez Microsoft, qui ont déjà envahi vos différentes résidences, font que c'est à travers ce device que votre comportement va changer, vos décisions vont changer. Et puis, on est déjà en rupture avec les paiements mobiles. C'est fait, c'est parti. Ils sont d'ailleurs même plus mobiles déjà en Chine. Les paiements se font par reconnaissance faciale ou reconnaissance vocale. Attention, hein, ce que j'ai vu depuis 10 ans, j'ai encore rien vu. Donc ça veut dire qu'on a intérêt à accélérer le rythme. Tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est de dire je dois absolument passer de product-centric à client-centric. Donc penser client. Si je pense client, je dois donc avoir une information la plus précise de mon client. Et le drame pour mon groupe, c'est que contrairement à Facebook qui a une interaction client 7 fois par jour, à eBay, Amazon qui ont 2 ou 3 fois par semaine, à Netflix 2 ou 3 fois par semaine, moi j'ai une interaction client qui est 3 fois par an. C'est-à-dire les 3 fois où mon client va voyager. Donc je dois passer de 3 fois par an à 3 fois par mois ou 3 fois par semaine. Et je ne vais pas demander à mon client de voyager 3 fois par semaine, il ne le fera pas. Donc comment je peux avoir une interaction avec mon client quand bien même il n'est pas dans ma chambre d'hôtel? Ça veut donc dire que je dois sortir de ma zone de confort. Je ne dois pas être uniquement un groupe hôtelier, mais je dois aller simplifier la vie au quotidien du voyageur parce qu'il m'a fait confiance pendant son voyage. Peut-être peut-il me faire confiance quand il ne voyage pas. C'est pour ça qu'on est rentré dans la conciergerie digitale avec John Paul, c'est pour ça qu'on est rentré dans la restauration avec Noctis, c'est pour ça qu'on est rentré dans le private rental avec One Fun Stay. Pourquoi? C'est parce que je pense, ou en tout cas j'en suis convaincu, que vous tous ici, et on est sauvés en partie, Didier en a parlé, par le voyage d'affaires. Pourquoi on n'est pas mort encore? Et franchement, je pense qu'Accor ne va pas mourir. Parce que 75% du business d'Accor, ou de Marriott, ou d'Interconti, est un business qui vient du monde des affaires. À peine 25%, c'est la clientèle loisir. Et Airbnb, Booking, Expedia, à 80%, pour l'instant, ne sont que sur le secteur loisir. Donc, ils n'ont pas encore attaqué mon vrai cœur de métier. Mais quand vous venez chez moi, passer 2 jours à New York, 2 jours à Berlin, à Bangkok, et vous restez moins de 2 nuits, et vous venez seul, et vous venez en affaires. Franchement, pendant 20 ans qui viennent, vous continuerez à aller dans un hôtel. Peut-être pas chez moi, mais en tout cas, vous irez dans un hôtel. Vous n'irez même pas chez Airbnb. Parce que le temps d'ouvrir un appartement que vous ne connaissez pas pour moins de 2 jours, les gens n'y vont pas. Mais vous êtes la même personne. Vous revenez dans un autre pays, ou vous revenez à Paris, vous venez avec 3 petits-enfants, ou vous venez avec 5 copains, et vous allez rester plus de 3 nuits. Au moins un tiers d'entre vous, vous allez aller utiliser le produit de quelqu'un d'autre. Parce que les sites de recommandation vous auront donné les éléments de confort, parce que c'est moins cher, parce que c'est plus grand, et parce que c'est plus fun. Je fais quoi, moi? Je pleure en disant « mais non, c'est dégueulasse, c'est de venir chez moi ». Je dis Airbnb, je vais les attaquer sur les questions d'impôts, techno, ça ne sert à rien. D'abord, se réfugier derrière une législation, c'est complètement idiot parce qu'elle arrive trop tard et c'est souvent la mauvaise décision. Donc je le dis depuis longtemps. Il y a quand même un sujet sur l'égalité des conditions de concurrence. Oui, bien sûr qu'il y a un sujet et on sera vocal et on essaiera, mais ce n'est pas ça qui va arrêter Airbnb. Donc le client a envie d'avoir ce produit à Paris pour plus de 4 jours, donc Accor doit absolument rentrer dans l'économie de partage, d'où le fait qu'on a acheté 4 sociétés et qu'on est devenu aujourd'hui le numéro 1 mondial dans ces appartements avec un service assisté. Et en plus, c'est très amusant parce que vous commencez à réfléchir en disant « qu'est-ce que j'ai qu'ils n'ont pas ?» Là d'où je venais il y a 10 minutes. Et c'est là où vous apercevez qu'il y a 2 choses extrêmement importantes dans lesquelles c'est une énorme faiblesse pour les boîtes industrielles, nous y compris, et ça a été pensé comme un énorme avantage pour ces sociétés numériques. Il y a 2 choses qu'ils ne veulent jamais. Ils ne veulent pas avoir des capitaux investis et ils ne veulent pas avoir de l'emploi. Donc ils veulent être agiles, légers. Accor, nous avons 4300 hôtels dans le monde, ça veut dire 120 milliards de dollars d'investissement qui ont été dépensés par des propriétaires. Et j'ai 260 000 collaborateurs. Et Accor, on embauche 80 000 personnes par an.
on en perd 50 000 personnes par an qu'on a formées et qui vont dans des chaînes Comment locales. être agile dans ces conditions-là? Eh ben, l'agilité, c'est de se dire, allez, pardon, Airbnb en 2 minutes. Airbnb est très fort technologiquement. Airbnb a un défaut ou un avantage. Ils n'ont jamais une interface client. Vous n'avez jamais rencontré des gens d'Airbnb. Vous êtes à travers une plateforme et puis vous utilisez leur savoir-faire. Et donc, si Airbnb veut déployer une assistance localement à Paris ou à Bangkok ou à New York, ils sous-traitent à des Airbnb sitters, des gens, enfin ils ne sous-traitent pas, il y a des gens qui se sont agrégés dans l'univers Airbnb qui ont donné ce service local. Ils ont créé un écosystème. Voilà. Enfin, ils l'ont créé. Ils ont laissé un écosystème se greffer à eux. Ils ne le contrôlent pas. Moi, j'ai 260 000 personnes qui sont déjà des experts en service hôtelier. Donc, ils sont déjà localement présents et j'ai déjà payé ce coût-là. Pourquoi je ne demande pas à mes 260 000 personnes d'assurer la logistique et l'assistance pour des gens qui viendraient chez quelqu'un d'autre, dans lequel je leur apporte le linge, je leur apporte le savon, je leur apporte l'accès à un spa s'ils le voulaient. Donc, tout cet aspect assistance locale, je peux la faire, elle ne me coûte rien. D'où le fait qu'on est rentré dans un autre univers qui, lui, celui-là, est, à mon avis, prodigieux parce qu'il a de la taille, parce qu'il sent bon, parce que c'est intelligent, parce que c'est du bon sens. À un moment donné, en parlant à mon conseil d'administration, en disant c'est marrant, on a 2 énormes faiblesses. J'ai des capitaux investis et j'ai 260 000 personnes. Mais j'ai un truc que personne d'autre n'a, en tout cas dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Il se trouve que mes actifs sont en cœur de ville et surtout, ils sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On est un des rares à pouvoir accueillir quelqu'un à 4 heures du matin, tous les jours. Et donc à ce moment-là, j'ai dit à mes collaborateurs, allez, on va se marrer. Il y a 7 milliards 500 millions de gens sur la planète. Formidable. Il y en a 1,3 milliard qui voyagent. Formidable. Et ce 1,3 milliard sera 2 milliards. Ça veut donc dire qu'il y en a 6,2 milliards qui ne voyagent pas. Et dans les 6,2 milliards qui ne voyagent pas, il y en a 1 milliard qui vivent dans des grandes villes, à peu près 300 villes dans le monde, dont on sait tous ici que ce milliard passera à 2 milliards d'ici 20 ans. Mais moi, je ne me suis intéressé depuis 50 ans uniquement aux voyageurs qui venaient d'une autre ville ou d'un autre pays. Je ne me suis jamais intéressé au nombre qui est pourtant plus gros, plus proche de moi, qui sont les habitants ou les commerçants. Et c'est d'autant plus vrai que je suis perçu comme étant en dehors de mon quartier. Et donc j'ai dit, vous savez, on va se faire un truc, on va mettre à disposition mon hôtel, mes collaborateurs, au profit de ceux qui habitent à côté. Les communautés locales. Donc on a appelé ça accord local. J'ai donc demandé, on a lancé un test, puisque comme ça, j'amortis un bien déjà payé et des coûts existants. Mais Jean-Louis, j'ai vu, on en parlait aussi, mais et Nicolas, c'est-à-dire que c'est, de toute façon, je suis persuadé d'un truc, dans à peine 15-20 ans, la propriété individuelle de l'hôtellerie, de la voiture, de tout ce que vous dites, va être mutualisée au bénéfice du plus grand nombre. Donc ça, c'est une évidence. On a lancé Accord Local, mais l'anecdote est la suivante. On lance ça à Paris, et donc sur 10 hôtels. Novotel, Ibis, Mercure, Sofitel, on a pris toutes les gammes. Mes directeurs d'hôtels sont super excités à l'idée de... Donc je les convoque, c'était au mois d'avril dernier. Donc ils savaient très bien de quoi ils retournaient, et j'avais les 10 devant moi, des hommes et des femmes. Et je leur dis, vous êtes là depuis combien de temps? En moyenne 3 ans. Je dis, vous connaissez bien votre quartier? Ah oui, ça, monsieur Bazin, on connaît vraiment bien notre quartier. Ah, je dis, ça tombe bien, j'ai une question pour vous. Allez, les 10 d'entre vous, soyez sympas, vous me donnez très vite le nom et le prénom de la pharmacienne, du cordonnier ou du pressing à côté de chez vous. Ils m'ont regardé, il y en avait un qui connaissait, et encore il aurait pu me mentir, parce que de toute façon je ne connaissais pas le nom de Madame Michu, mais il n'y en avait qu'un qui connaissait le nom et le prénom du cordonnier ou de la pharmacienne. Et je dis, mais la première chose à faire, si vous voulez vraiment que ça marche, vous allez aller vous présenter, vous allez les inviter. Et ce qui marche le mieux aujourd'hui, on a déployé ça sur 90 tests en France, ce qui marche le mieux et de très loin, en fait c'est 2 choses, c'est marrant. Une première chose, c'est qu'on permet à ces commerçants d'étendre leur champ horaire. Et le premier exemple, c'est le pressing. Ce qui est très amusant chez le pressing, Landry, c'est qu'en fait, c'est toujours celui qui a le lien le plus étroit avec sa clientèle la plus proche de chez lui, parce que vous vous baladez rarement avec vos chemises et vos linges très loin. Et donc, vous le déposez,
Et donc, c'est une clientèle extraordinairement fidèle dans laquelle le pressing connaît très bien ses clients. Et c'est comme le coiffeur, vous racontez des choses à votre coiffeur. Mais vous savez très bien que Madame Michu a besoin de la robe le jeudi soir parce qu'elle a une soirée le jeudi soir. Et que Madame Michu, le jeudi, il a fermé, lui, il ferme à 6h30 et elle n'est toujours pas là, il est 6h30. Et donc, il veut rester ouvert parce qu'il sait que sa cliente a besoin de la robe. Mais il ne sait pas si elle a oublié que sa robe est là ou si elle va venir ou pas. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que le pressing envoie un SMS à Madame Michu en disant « Vous inquiétez pas, ne quittez pas votre réunion, j'ai déposé votre robe à la réception du Novotel. » Et donc, enfin, je rencontre Madame Michu qui ne serait jamais venue chez moi. Et donc, j'ai rendu service au pressing, à Madame Michu et à mon hôtel si je suis capable de lui dire « Tiens, c'est marrant, c'est mieux que ce que je pensais chez vous, je ne suis jamais venu. » Deuxième chose, c'est le yoga. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire du yoga aujourd'hui, plein de profs de yoga aussi qui aimeraient bien donner des cours, mais ils n'ont pas d'espace physique. Et donc, il y a des communautés de yoga partout dans mes 90 hôtels qui se créent pour utiliser de l'espace, et ça coûte 2,50 € d'aller faire une heure de yoga, puisque forcément, je mutualise l'espace. Et donc, je pense que Accord Local, si on fait ça sous forme de souscription, de carte de feed, peut représenter 50% du profit du groupe dans 5 ans. Si on fait le parallèle avec Airbnb pour rester sur eux, ils ont une innovation assez intéressante. Parce que qu'est-ce que c'est aussi Airbnb? C'est un formidable moyen de redistribuer de l'argent dans les communautés locales, justement, puisqu'ils l'ont dit pour la France. D'ailleurs, ça risque de leur poser des problèmes avec le fisc. Ils ont dit qu'ils avaient fait redistribuer 1 milliard d'euros en 2016, donc ils ont payé 92 000 € d'impôts. Comme ils pressent 12% de commission, enfin, je vois la moyenne, ça fait 120 millions de chiffre d'affaires. Il va y avoir, à mon avis, un petit sujet avec Bercy. Et ça, c'est leur affaire, on les invitera pour en parler. Ils ont pris une initiative pour montrer qu'ils innovent tout le temps, à la fois dans la technologie, mais également dans le service, exactement comme ce que vous venez de faire. Ils ont pris une initiative assez intéressante qui vise aussi là à recréer de la redistribution d'argent pour les gens qui louent leur appartement, ou même des gens à la limite qui voudraient s'inscrire, c'est d'offrir des services, par exemple aux touristes qui arrivent à Paris. Quelqu'un qui est passionné de gastronomie va inviter tel ou tel à un atelier cuisine, ou alors des visites, d'aller visiter les catacombes, j'en sais rien, que sais-je encore, de faire un atelier pique-nique dans le bois de Vincennes, d'aller visiter de nouveau le camp de nudistes de Madame Hidalgo, enfin je ne sais, que sais-je encore. Bref, il y a une diversification du coup qui est complètement renvoyée, qui est bottom-up, qui est renvoyée à tout le monde. Donc là encore, Airbnb se sert de la force, un peu comme la prise de judo, de la volonté des gens d'essayer de gagner de l'argent, parce que c'est aussi une des tendances du moment, tout le monde essaye de s'en sortir, tout le monde est un peu slasher, et donc ça va très vite aussi. Comment vous pouvez... D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiatives qui ont l'air de très bien marcher, et comment est-ce que vous pouvez éventuellement, au-delà de ce que vous décrivez, imaginer des activités, parce qu'il faut aussi aider à occuper les gens qui viennent passer quelques jours, les inciter à dépenser leur argent. Je le disais, les touristes en France, par exemple, ne dépensent pas assez d'argent. C'est peut-être qu'on ne leur propose pas des choses qu'ils ont envie de le faire. Moi, j'en pense que du bien. Airbnb Trip, ils en ont fait un lancement mondial formidable, ils ont fait plein de bruit. Bon, ça marche parce que le client le demande, et ça ne marche pas parce qu'il n'y a aucun effet de taille. Parce que Airbnb recommence avec les mêmes faiblesses, c'est qu'ils inventent un service, mais ils sont entièrement dépendants de l'exécution de son service, qui sera différent à Bangkok, différent à Paris, et dépendant de tierces personnes qui se sont engagées sur le service, mais dont ils ne maîtrisent absolument pas le succès et l'exécution, puisque ce ne sont ni des collaborateurs, ni des affiliés. Donc c'est une très belle image, ça répond à une demande de client. Enfin, c'est microscopique aujourd'hui en termes de déploiement, parce qu'ils n'ont pas cette capacité de déployer. Moi, j'ai la capacité de déployer ça dans 95 pays, probablement en 4 mois. Là, eux, ça va leur prendre 3 ans. Mais on y a pensé avant eux. Mais là où on est en désaccord tous les deux, Philippe, c'est que si vous commencez par le prisme « comment je vais faire dépenser plus mon client », on va lourdement se planter. C'est-à-dire que le seul prisme, ce qui évolue terriblement dans le comportement du client, c'est que le client aujourd'hui... Les trois critères de choix, effectivement, c'est le prix, la localisation et après la marque. La marque vient en troisième. Mais la seule chose sur laquelle il faut aller, et c'est la seule chose qui va vous permettre de gagner, c'est que le client, quand il voyage, le mot qu'ils utilisent aux Américains, c'est qu'ils veulent revenir transformés. C'est-à-dire que le coût devient anecdotique. Que s'est-il passé pendant le voyage dont ils vont se souvenir et dont ils vont partager leurs émotions? Facebook, 50% du contenu Facebook, c'est lié au monde du voyage. 50% de tous les visuels.
Et donc, vous n'êtes pas là pour faire dépenser le client, vous êtes là pour que le client se souvienne qu'à travers vous, il a vécu quelque chose d'unique à laquelle il ne s'attendait pas. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Incidemment, il va se dépenser. Mais il faut changer de prisme, de grille de lecture. Et c'est le plus compliqué parce que si vous voulez transformer quelqu'un, le seul moyen d'y arriver, c'est de connaître d'où il vient. Qui est-il? Avec quoi a-t-il été déçu quand il était déjà chez vous en Indonésie? Donc on rentre à la base data, et la base data client, le plus compliqué, c'est non seulement d'avoir l'info, après ça, il faut enregistrer cette info, c'est-à-dire la storer quelque part sur un cloud, et la troisième chose, il faut que les gens utilisent cette info qui est partagée, c'est-à-dire qui est enregistrée. Et moi, entre mon gars qui est à Bangkok et le gars qui est à New York, est-ce que vraiment le type à New York va aller regarder ce qu'avait fait Philippe Mabille à Bangkok? J'espère que oui. Mais toute la culture aussi, c'est quand j'ai une info, je l'enregistre et après je la partage. Mais voilà, c'est un autre... Absolument. Ça rend notre business marrant d'ailleurs. Alors, pour revenir sur l'expérience du Shadow Comex, Oui. est-ce que vous pouvez en tirer un premier bilan? Bon, j'imagine c'est compliqué parce qu'il peut y avoir des frustrations de ceux qui ne sont pas dedans, qui aimeraient y être. Pourquoi eux et pourquoi pas moi? Bon, ça c'est classique et humain. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça vous a apporté on voit bien que vous êtes vous donnez une grosse impulsion déjà, vous. Qu'est-ce que ces 13 moins de 35 ans apportent que vous n'auriez pas pu avoir avec des plus vieux, si je puis dire, ou des plus expérimentés? Je pense qu'on est au début. Tiens, on en parle là et ça tombe assez bien parce que j'ai passé mon week-end, c'était pas totalement prévu. Là, j'avais dit que le Shadow Comex allait durer 18 mois. Les 18 mois se sont terminés au mois d'août. Et donc, ils sont 14, puisqu'en fait, c'est le réplica, entre 13 et 14, c'est le réplica de mon propre comité exécutif dans lequel on est 14. Et au départ, les premiers ont été sélectionnés par chacun des membres du comité exécutif, ont nommé quelqu'un, enfin, avaient nommé 2 personnes, donc j'étais arrivé à 28, et j'en ai sélectionné 14 par Skype. Donc me voilà, je recommence, et je n'avais pas du tout anticipé ça. 24 nouveaux candidats, sauf que cette fois-ci, j'ai demandé aux anciens membres du Shadow Comex de parrainer un de leurs pairs, et à mes membres du Comex d'en choisir un seul. Auquel cas, je recommence avec 28 ou 26 et je vais en choisir 13. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'avais fait il y a 1 an et demi, j'avais oublié, c'est entre 30 et 45 minutes par Skype, par candidat. Ça veut dire que depuis une semaine, j'ai passé 18 heures à interviewer des gens que je ne connaissais pas. Je connaissais 2 sur les 24. Et il y a plein d'enseignements là. D'abord, je pense que le Shadow Comex qui va arriver là est d'une qualité qui est déjà supérieure à l'ancien. Alors je trouvais que l'ancien absolument époustouflant. On a fait 2 erreurs dedans. Il y a plein de choses qui sont bonnes, on va en parler, mais on a fait 2 erreurs. Moi, j'ai fait 2 erreurs. Première erreur, c'est que ça a eu tellement d'emphase, ça a marqué le groupe Accor, ça a marqué un peu à l'extérieur, et j'ai été très très maladroit. J'ai mis trop d'exergue, trop d'importance sur les moins de 35 ans. Et donc très vite chez Accor, les gens qui avaient entre 35 ans et 50 ans ont été... je vais disparaître. Non, mais ils se sont dit, et moi je ne sers à rien. Et en plus j'étais encore plus nul, parce que j'ai répondu trop vite, mais non, vous avez recul, sagesse, expérience, enfin c'était là, un drame total. Enfoncé que total. Ouais, c'était nul. Donc première erreur, c'est que trop d'emphase sur cette génération-là. Deuxième erreur, je leur ai demandé trop vite de s'occuper de tous les sujets de mon comité exécutif, parce que vous avez peut-être entendu, 100% de toutes mes informations privilégiées, ils y ont accès, avec les mêmes codes d'accès, et 100% de toutes les questions du comité exécutif du groupe, ils y ont accès et ils doivent y répondre 10 jours avant que moi, je sois en comité. Mais j'aurais jamais dû leur donner au départ, il y a un tiers des questions que je me pose, que le groupe se pose, je ne veux pas qu'ils y passent du temps parce qu'ils sont non sachants. Les exemples les plus précis étant, que faisons-nous avec les représentants syndicaux, le CHSCT, Force ouvrière? Franchement, le type qui est au Pérou, il n'a aucune idée de ce que c'est qu'un CHSCT et c'est pas la peine de l'enquiquiner là-dessus. Deuxième, est-ce qu'on va émettre 1 milliard d'obligations convertibles? Tout le haut de bilan, c'est pas non plus leur truc. Donc il y a un tiers, ils ont toujours accès à l'information, mais en tout cas, ils ne passent plus de temps dessus. Là où ils sont très forts, Joe & Joe, qui est la réponse à Airbnb, dans lequel on a lancé un concept dans lequel il n'y a plus de chambre, il n'y a plus de cloisonnement, vous vendez au lit et non plus à la chambre, ce qui fait que vous n'imposez plus vos codes. Quelqu'un qui arrive à 3, il faut qu'il prenne 2 chambres. Non, maintenant vous arrivez à 1, 2, 4, 5, 6. Ce sont des bâtiments qui sont des anciennes industries, hangars, dans lesquels le premier est à Osgore, dans lequel vous avez un plateau, on a nettoyé tout le plateau, et l'intégralité de l'ameublement est sur roulette.
s'appelle Joe and Joe. Et donc, en fonction du nombre que vous êtes, la seule chose, et je le dis, ça fait rire les uns les autres, la seule chose que je n'ai pas encore réussi à mettre sur roulette, c'est les chiottes. Parce que j'ai un problème de plomberie verticale. Mais ta roulette, ça n'existe pas encore. C'est sûr. Vos armoires, le lit et tout, les cloisonnements sont sur roulette. Et donc, vous configurez votre espace en fonction du nombre que vous êtes. 6, 7, 8, 4. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'attendre les clés de quelqu'un qui n'est pas là. Donc, c'est le même prix qu'Airbnb. C'est plus marrant. Et il y a tout l'espace festif. En plus, vous rencontrez d'autres qui sont autour de vous. Enfin, peu importe. Eux, ils ont été à l'initiative de ça. Ils ont été à l'initiative. Toutes les applications mobiles, c'est eux qui ont revu le parcours client. En fait, ils ont un truc. D'abord, ils sont courageux. Donc, ça veut dire qu'ils osent dire ce qu'ils pensent. Et c'est souvent, d'ailleurs, assez dur d'ailleurs, à entendre. Ils ont une chose qui est M. Deronay, qui probablement il a écrit ici, et qui m'a une phrase que je répète à l'envi, puisque c'est la sienne. Joel Deronay disait en anglais « I know what I want, and I want it now ». Et ça, c'est le fil rouge de tous les millennials. Si ça n'existe pas, ils vont l'inventer. Et donc, ces jeunes-là, 35 ans, ils savent très bien ce qu'ils veulent dans l'univers de l'hôtellerie. Et donc, ils nous aident à y réfléchir et à anticiper. Artificial Intelligence, c'est eux qui sont dessus. Mobile Payment, c'est eux qui sont dessus. Accord local, c'est eux qui sont dessus. La prédictibilité d'un jeune de 25 ans aujourd'hui ou de 30 ans est probablement entre 10 et 50 fois supérieure à la mienne dans la lecture du monde de demain. Et je leur dis, pour les agacer, ne vous inquiétez pas, la lecture du monde de demain d'un jeune de 10 ans est également 10 à 30 fois supérieure à la vôtre qui avait 28 ans. Ça va vous tomber dessus aussi. Mais si on ne comprend pas ça, si on n'est pas capable de les mettre en capacité de parler et de décider, je n'aurai pas la bonne lecture du monde de demain. Voilà. Et c'est ça qui se passe. L'intelligence artificielle, la vision de l'hôtel du futur, justement, et qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Alors, évidemment, dans plein de domaines, que ce soit le tourisme de loisirs ou le tourisme d'affaires, qui n'existe pas aujourd'hui et qui pourrait exister. Certains disent très vite, bon, je ne sais pas à quel rythme l'intelligence artificielle va changer nos vies, mais 5-10 ans, pas besoin de voir 2040 pour penser à l'intelligence artificielle. Les gens disent, dans les 5-10 ans qui viennent, effectivement, avec les nouvelles applications, ça va changer complètement la relation aussi. Ils vont se distribuer entre eux. Hein. Vous prenez TripAdvisor. TripAdvisor a été le numéro 1 mondial et de loin en termes de sites de recommandation. Ils ont perdu 80% en bourse en l'espace d'un an. C'est passé de 12 milliards à 4 milliards. Parce que Google a décidé de se lancer dans la recommandation des sites d'hôtels. Donc Google a décidé de tuer TripAdvisor en un an. Ce qu'ils n'ont pas décidé de faire sur Booking et Expedia. Probablement parce que Booking et Expedia sont allés trop vite, trop loin, trop cher. Et parce que Booking donne 1,5 milliard de revenus d'achat de mots-clés à Google, Expedia 1 milliard. Et puis il y a quelques risques juridiques d'abus de position dominante chez Google qui les freinent. Parce que sinon, ils seraient capables de tout faire. Maintenant, vous prenez Google Home, Microsoft qui se lance là-dedans. Il y a à peu près 2 chances sur 3 que toutes les réservations d'hôtels dans à peine 10 ans, elles auront toutes disparu de tablettes, d'applications mobiles. Tout ce sera fait dans une interface entre une personne et un device. C'est-à-dire que Google Home, pour l'instant, on est au début de l'histoire, mais il n'y a aucun doute que l'idée recherchée, qui est d'ailleurs exprimée, c'est que cet artifice, cet objet connecté, vous fait croire aujourd'hui qu'il est capable d'allumer votre télé, de fermer vos rideaux, tout ça c'est exact. Mais il va surtout enregistrer tout. Il va enregistrer la façon dont vous parlez à votre femme, il va enregistrer la façon dont vous avez parlé à votre banquier quand tout d'un coup vous avez un problème de paiement de dette de fin de mois. Et donc en fonction de qui vous êtes, de votre comportement, de vos sautes d'humeur, c'est cette interface qui va vous proposer, allez vous reposer encore ce week-end. J'ai trouvé. Vous êtes engueulé avec madame, allez, emmenez-la en week-end dans un hôtel Accor. Et donc, comme il va être fort de proposition. D'ailleurs, la place est déjà réservée. Non, mais ça veut dire que vous n'irez plus vous-même sur Booking Expedia parce que quelqu'un vous aura proposé, en fonction de votre humeur, quelque chose qui vous correspond à ce moment-là. Donc, quel rôle pouvez-vous jouer dans ces évolutions? Parce que vous n'êtes pas Google. Il faut que je rentre en partenariat très vite avec ce device pour qu'il se trouve que Accor est plus sympa que... Non, mais il faut que l'interface, il faut que je sois là en amont. Expedia est là en amont avec Microsoft pour essayer de ne pas disparaître. Franchement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la personnalisation, le comportement humain fait que si je ne rentre pas dans votre vie, j'aurai de moins en moins de chances d'être sélectionné. Ou en tout cas, quelqu'un sélectionnera pour vous et je ne serai pas forcément dedans. Et par contre, ce que je sais aussi,
c'est que technologiquement, je suis incapable de me mêler à l'aventure. Oui. C'est-à-dire qu'Accor C'est-à-dire qu'on est dépassé. Accor a Tous 1000... ceux qui disent que l'Europe, et de toute façon, ces grands groupes de la Californie ont acquis un effet de taille et d'échelle dans la mais c'est technologie sûr. tel qu'on ne pourra jamais rattraper. Booking, ils ont raison. Booking a ou à pas peu près 7000 ingénieurs à plein temps. Ctrip, 10 000 ingénieurs. Booking dépense 4 milliards par an en achat de mots-clés et en plateforme technologique avec du bêta-testing tous les jours. Moi, j'ai à peine 1000 ingénieurs, dont 500 en régie, et je dépense 400 millions. Donc, chaque jour qui passe, le poids, la taille, le nombre, le talent, fait que ces gens-là auront un quart d'heure d'avance sur moi. Donc, ça ne sert à rien que je sois en compétition avec eux. La seule chose que j'ai qui me sauve, c'est que ces gens-là, pour exister, ils proposent dans leur interface client un accès à un site et à un hôtel, parce qu'ils ne veulent pas être l'opérateur. Donc, tant que j'existe, ils existent, parce qu'ils ne feront jamais mon métier. Mais je dois me rapprocher dans leurs enjeux de cette interface client, voire mutualiser la data client, parce qu'on reviendra là-dessus. Mais... Alors pour terminer sur cette question de data client, il y a quand même un point qui peut les gêner, c'est que cette question de la sécurisation, de la sécurité des données personnelles, la question de l'anonymisation, la question de la cybersécurité aussi, on entend tous les jours parler de hacking, de bases de données. Est-ce que ce n'est pas quelque chose sur lequel les gens... la question de la relation de confiance, en fait, qui est posée. C'est peut-être l'un aussi des défis des 10 années qui viennent, c'est de garantir aux gens qui vont se servir de ces nouvelles technologies qu'ils peuvent avoir confiance dedans. Et il y a peut-être, pour des groupes comme le vôtre, une carte à jouer face à des gens dont on peut se demander ce qu'ils font avec toutes les datas. Ils savent tout de nous. Ça, c'est clair. Cyber, en 2 minutes, parce que j'ai vu ça l'autre jour et je n'étais pas du tout conscient de ça. Nous avons eu des cyber-attaques à peu près 7 fois par semaine, presque 1 fois par jour. Et nous avons 3000 virus qu'on stoppe par jour. C'est-à-dire 80% des emails dans le groupe ne parviennent jamais au destinataire. Ils ont été enlevés par une équipe de hackers qui est chez nous, qui est 24/24, qui n'ont de cesse que d'arrêter un certain nombre de virus. Et donc 80% des emails, je ne les reçois pas. Donc, l'enjeu, et là où je suis un peu en désaccord avec vous, Philippe, c'est que on a tous accepté dans le monde, parce qu'on n'a pas été prudent, parce qu'on a tous signé ce qu'on ne savait pas, un certain nombre d'engagements vis-à-vis de Google, de Netflix, de Facebook, de Uber, dans lesquels vous leur avez donné accès à votre géolocalisation et à vos données. La seule chose qui sera, à mon avis, préservée dans les années qui viennent, il n'y en a que 2 ordres, finance, santé. Tout ce qui n'est pas finance, santé, ne vous inquiétez pas, sera mutualisé, sera connu, et même vous, vous allez l'accepter. Pourquoi ? Parce que vous avez raison, il y a un capital confiance avec ces grandes sociétés. Et deuxième raison, parce que vous voulez en fait qu'on améliore votre qualité de vie. Et pour que je l'améliore, je dois vous connaître. Et c'est pour ça que je vais me donner un mal de chien dans les mois qui viennent, avec la CNIL notamment, et ça m'aide parce que vous avez vu ce qui s'est passé, ou ce qui peut se passer, Blablacar, Transdev, SNCF, dans lesquels ils vont peut-être enfin mutualiser des données. Pour revenir à votre première question, on a effectivement 83 millions de gens qui viennent en France, formidable. On a effectivement 15, 20, 30 millions d'entre eux qui ne font que passer par la France, c'est-à-dire qui ne dépensent même pas une nuit, puisqu'ils sont passés du nord de l'Europe pour aller au sud de l'Europe. Par contre, ces gens-là qui voyagent par la France, on les a à un moment donné. Soit ils sont passés par l'aéroport de Paris, soit ils sont passés par la SNCF, soit ils sont passés par Total, soit ils sont passés par Vinci, les autoroutes. Et donc, soit ils ont été sur Orange, sur Roaming. Et donc, ce que je demande, c'est qu'enfin la France se réveille et qu'on mette 6, 7 groupes français de taille, nous et les autres que je viens de citer, pour qu'on mutualise ces données qui n'ont pas de caractère de sensibilité, ni santé, ni finance, pour faire du push. Comme je sais que la personne est sur mon territoire et que ça ne me coûte pas de le faire venir, puisqu'il est déjà là, comment je peux faire en sorte pour lui dire qu'il y a un festival à Avignon et qu'il devrait y passer, parce qu'en plus, il y a un prix sur l'hôtellerie. Et là, on est capable de, probablement, vous me prenez 10 millions de clients pour 1 000 €, tout d'un coup, ça fait 1 milliard qui rentre dans les caisses d'État, ça coûte pot de balle. Et donc, il est grand temps que la CNIL, que l'Europe accepte que nous fassions exactement la même chose que ce que font les Américains sur notre territoire. Merci beaucoup, Sébastien. On va continuer avec vous, mais on va peut-être, parce que le temps passe, essayer de tenir le rythme qu'on avait proposé. Je vais proposer à Jean-Louis Bouchard, le président d'Econocom, et à Nicolas Hazard, fondateur de Comptoir de l'Innovation, non mais restez avec nous, de venir nous rejoindre.
une question à poser, j'en ai mille des questions à poser, surtout quand j'ai su que j'allais le rencontrer. Et moi, en tant que voyageur, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi on ne s'occupe pas mieux de moi? Je sais ce que je veux maintenant et il n'y a pas quelqu'un qui me le propose. Donc un jour, vous allez le faire. Mais il est certain que pour moi, la difficulté qu'on rencontre chez Econocom est très différente de celle que rencontre un grand groupe comme le groupe Accor. Nous, on a une remise en cause permanente dans tout ce qui est digital parce que, comme je le disais, c'est l'utilisateur, le public qui prend le pouvoir. Donc cette remise en cause touche tous nos clients, parce que les clients d'Econocom, c'est les entreprises et les organisations. Nous, on est B2B. Par contre, tous nos clients sont touchés par le grand public. Et donc, on aide nos clients à répondre à la demande du grand public. Et en général, ce grand public a une offre de service qui est d'excellente qualité. Si vous allez chez Amazon, même un vieux comme moi, j'arrive à acheter pas mal de choses sur Amazon. Donc l'Apple, les applications, mettre la musique et tout, on arrive à le faire très très rapidement. Donc vous avez une qualité de prestation offerte au grand public qui est exceptionnelle et qu'on ne retrouve pas ni dans les entreprises avec leurs propres clients internes, voire même chez Econocom. Si on parle d'informatique chez Econocom, on est forcément en retard, on est toujours en retard. On n'a pas cette plateforme technologique dont vous parliez tout à l'heure, et je pense que ça va être une de nos principales préoccupations mises en œuvre dans les années qui viennent, c'est de la développer de plus en plus. On la développe déjà beaucoup, mais pas assez. Peut-être Sébastien, une réaction sur l'élément informatique, ergonomie, la simplicité. Moi, ce qui me frappe, c'est la simplicité, effectivement, de la relation. Non, mais ce qui frappe le plus, et Jean-Louis touche quelque chose qui est hyper compliqué. Tous ces grands groupes, je vous ai dit, elles sont parties sur une techno. Et elles font, et Google le premier, et on n'a pas connaissance de ça, il y a à peu près 8 ou 9 produits sur 10 ou initiatives qui sont mortes-nées. C'est-à-dire que ces grands groupes, chaque semaine qui passe, font du testing. Sur vous, sur le code couleur, sur la façon dont vous allez cliquer, à quel endroit. Et donc, ils ont cette capacité en termes de nombre d'heures passées, de moyens dépensés et de prise d'initiative qui est peut-être 100 fois supérieure à la mienne. Donc, je ne peux pas, dans un grand groupe qui est à vocation industrielle opérateur, rentrer dans la même ergonomie, dans le même service client, sur la même plateforme. Je serai toujours en retard. Donc, ça veut dire que mon job à moi, il est de nature différente. La bataille, il faut faire attention dans ce que je veux dire là, la bataille de l'acquisition client est une bataille qui est, je ne sais pas si elle est perdue d'avance. En tout cas, elle va être de plus en plus compliquée. C'est-à-dire que si vous allez passer par Booking, par Expedia, non pas parce que vous avez envie, mais parce que ça va être plus rapide pour vous, plus ergonomique, avec plus de choix. Ma bataille à moi, elle est d'une autre nature, c'est la bataille de la rétention client. Une fois que vous êtes passé par Booking, vous êtes rentré dans l'univers Accor, qu'est-ce que je peux vous donner dans le temps passé avec vous, 24 heures, 48 heures, qui va vous donner envie la prochaine fois, peut-être de perdre ces 5 ou 10 secondes dans l'application mobile, parce qu'à travers une carte de fidélité, à travers une interface, je vais vous donner un service que les autres ne peuvent pas vous donner parce qu'eux ne sont pas au bout de la chaîne. Donc, différenciation entre acquisition et rétention. Voilà où nous on est. Un point qu'on a évoqué en parlant, Jean-Louis, c'est est-ce que vous pourriez, non pas être un disrupteur des hôtels, mais est-ce que vous avez des cadres qui bougent, etc. Vous pourriez vous transformer en hôtelier vous-même de vos propres cadres. Je crois que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de chambres à disposition dans un nouvel immeuble que vous êtes en train de construire. D'ailleurs, Accor est un grand client d'Econocom, mais on va peut-être leur rendre l'appareil. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un projet d'un immeuble à la Défense pour accueillir d'abord les collaborateurs, mais surtout, ils viennent de toute l'Europe, voire du monde entier, et ils voyagent beaucoup. Et donc, on a sans arrêt des problèmes de logistique pour les nourrir et leur offrir le sommeil. Et donc, dans la construction même de l'immeuble, donc ça fait 20 000 mètres carrés, donc je consulte actuellement, ou je vais consulter des architectes pour repenser cette façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, le groupe est franco-belge, donc on a par exemple beaucoup de gens qui viennent et qui travaillent à partir de la Belgique, mais ils sont dans des hôtels du coin, c'est jamais très commode, le produit n'est pas pensé, c'est pas agréable. Nous-mêmes, quand on va en Belgique, aujourd'hui, il y a le Pullman qui est à la gare du Midi. Alors ça, c'est très commode. On arrive directement par le Thalys. Les réunions ont lieu dans l'hôtel. Donc toutes les réunions de travail ont lieu dans l'hôtel. Les chambres sont dans l'hôtel. Les repas sont pris dans l'hôtel. On reprend le train et on repart pour Londres, pour Amsterdam ou pour Paris, sans avoir quitté, avec un accueil de Pullman d'ailleurs qui est formidable. Je vous le conseille parce que ça...
tous les conseils d'administration ont lieu là-bas, il y a beaucoup de réunions. Donc je pense que il y a probablement une convergence entre le monde de l'entreprise. Quand on construit un immeuble aujourd'hui, on se dit quel sera le besoin dans 30 ans. Et là, bon, j'ai une interrogation à un tout petit niveau par rapport à Sébastien, mais comment avoir cet espace de vie dans 30 ans? Le développement du tourisme d'affaires et des besoins de type coworking, etc., ce sont des évolutions que vous avez pris. Oui, qu'on a pris. On a investi dans un site de coworking avec Bouygues d'ailleurs, qui s'appelle Nextdoor. Donc on est 50-50. Donc on va déployer Nextdoor partout, qui est l'équivalent de WeWork. On est un peu moins cher, enfin en tout cas différent. Mais quand dit Jean-Louis, on est en plein dedans. Tout est bouleversé, y compris. Et les bureaux, probablement, ça fait déjà 3-4 ans, mais c'est parti vitesse grand V. Dans 10 ans, vous n'aurez plus aucun utilisateur qui va signer un 369. Ils vont éparpiller un certain nombre de prises à bail qui vont durer 1 mois, 2 mois en termes d'obligations. Ils resteront quand même 3 ans ou 6 ans, hein, mais ils veulent avoir la flexibilité, la mobilité de l'utilisation d'un bien sans avoir à s'engager sur un espace contraint dans une durée contrainte. C'est une évidence. Et donc, on va mêler au sein du même espace physique la restauration, probablement de l'hôtellerie qui peut être sur roulette et autres, de manière à accompagner le client. L'autre chose, on n'en a pas parlé, et je veux que Nicolas parle aussi avec Jean-Louis, c'est on a fait une erreur aussi. On oblige le client à venir dans un hôtel. Pourquoi l'hôtel ne viendrait pas au client? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'Accor se lance dans un certain nombre d'initiatives. Vous l'avez vu avec des containers qui ont été réhabilités sous forme d'hôtellerie qui étaient sur le circuit de Formule 1, enfin, qui étaient au Mans. On se lance dans des cars, dans des roulottes. Vous allez avoir chez vous maintenant une capacité hôtelière. Les food trucks, et il y aura les hotel trucks. C'est parti. Pourquoi? C'est parce qu'on se rapproche du client. Pourquoi lui imposer le chemin inverse? Accor pourrait très bien gérer l'immeuble qu'on est en train de construire, puisqu'il y a des espaces de sport, des espaces de réunion. Enfin, il y a le besoin de vie. Et donc, c'est eux qui savent faire. À mon avis, vous allez nous, on ne sait pas faire. Moi, je voudrais dire quand même deux choses en ce qui concerne l'Econocom. Cette souplesse qui est fondamentale et qui arrive, qui est le besoin aujourd'hui, c'est de cette souplesse qu'est né l'Econocom. On est les premiers à avoir financé tout ce qui est produits informatiques, solutions informatiques, qui ne dépendaient pas d'un constructeur. À l'origine, les constructeurs, les fameux Burroughs, IBM, etc., avaient des formules de location, mais personne, il n'y avait pas de tiers qui le faisait. Aujourd'hui, un tiers de l'activité du groupe consiste à avoir des prestations de services financées. Et la disruption qui arrive, c'est le pay-per-use, c'est-à-dire à chaque fois que vous utilisez un service, vous paierez pour ce que vous utilisez. On l'a vu avec les automobiles. Aujourd'hui, il n'y a plus de prix de vente de voitures, c'est tant par mois. Eh bien, le savoir-faire d'Econocom, c'est d'avoir ce service de financement, de location et de consommation à l'usage. La deuxième chose que je voulais dire, c'est on essaye, donc, pour faire face aux disruptions, d'inventer des choses nouvelles. Vous dites toujours, les moins de 35 ans, les moins de 30 ans inventent. Donc là, on a inventé, avec Bruno Grossi qui est dans la salle, ce qu'on appelle chez nous la galaxie, pour faire face au phénomène des sites et des startups. C'est-à-dire que après le bug de l'an 2000, en 2002, 2003, 2004, se sont créées beaucoup de sociétés. Et des sociétés dans les nouvelles technologies. Ces sociétés ont eu beaucoup de succès. Elles se sont développées. Les fonds d'investissement qui n'existaient pas à mon époque ont eu un rôle fondamental très important, qui ont d'abord apporté des fonds, d'autre part, qui les ont obligés à avoir une certaine rigueur de gestion et de stratégie, un apport stratégique, leur ont permis de recruter des gens d'un bon niveau, mais ces fonds sortent avant 10 ans. En général, ils ont une durée de vie de 10 ans. Et donc, aujourd'hui, ces sociétés ont toutes 13, 14, 15 ans, donc les fonds sont rentrés au bout de 3, 4 ans, et elles cherchent la suite. La plupart de ces fonds sont devenus majoritaires, mais vous avez des fondateurs d'entreprises, des créateurs qui ont 35, entre 30 et 40, en général c'est entre 35 et 45 ans, qui cherchent un industriel pour prendre leur place. Donc on crée, c'est comme ce qu'on appelle le système de galaxie. On a investi dans une vingtaine de sociétés de ce type. La moyenne, c'est des sociétés qui ont 12, 13, 14 ans. Elles sont 50 personnes, elles font 50 millions de chiffre d'affaires, et elles sont spécialistes dans un secteur de technologie avancée. Les grandes entreprises utilisent leurs services, mais on peut résoudre deux problèmes. Premièrement, la capacité de recrutement de ces entreprises, parce que venir travailler dans une entreprise de 50 personnes, quand on sort major d'HEC, c'est pas une démarche qui autrefois était normale. Elle devient de plus en plus usuelle. C'est plutôt inversé là aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, on les aide quand même. Le fait d'appartenir à un groupe comme Econocom les aide à recruter, et elles sont, grâce à Econocom, référencées chez tous les grands clients, ce qui permet
au travers d'Econocom, par exemple pour Accor, d'avoir un spécialiste du digital dans la gestion d'une borne à l'entrée d'un hôtel. Oui, à chaque fois, on peut les faire intervenir. Donc ce système de Galaxy permet de garder la créativité, la réactivité, sans leur imposer des locaux, sans imposer un certain nombre de choses qui Contrainte d'un font... grand groupe. Voilà. Absolument. Surtout éviter les contraintes, parce que dès que vous commencez à mettre des contraintes, vous l'absorbez, vous la tuez. Nicolas Hazard, donc, je le rappelle, vous dirigez le comptoir d'innovation, vous investissez, vous êtes un grand observateur aussi du monde de l'économie sociale et solidaire. Moi, ce qui m'a frappé, parce qu'on a une interview de vous dans ce numéro de la Tribune, vous parlez du concept de global, local. Ce qui m'a frappé dans ce qu'a dit Sébastien Bazin au début de son intervention sur les communautés locales, justement, et quand on voit l'origine d'Airbnb, c'est complètement local, c'est du réinvention de bed and breakfast, c'est-à-dire c'est le canapé prêté à un étudiant, au début d'ailleurs c'était non numéraire, ça l'est devenu, enfin, etc. Donc c'est venu de villes, de besoins locaux. Cette interaction entre les besoins locaux, l'initiative qui vient d'en bas et le global, c'est-à-dire la mondialisation, est-ce que c'est pas quelque chose la vraie disruption, elle est là, c'est-à-dire c'est une disruption qui est sociale, qui vient des vrais besoins et qui vient finalement bouleverser complètement et obliger chacun des grands acteurs à se repositionner. Alors oui, effectivement, il y a cet aspect-là, le local c'est important, mais c'est important, mais ça va avec ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième révolution industrielle, donc le fait d'avoir des technologies qui sont développées, que ce soit, on en a parlé, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, etc., etc. Et donc ces nouvelles technologies ont redonné en quelque sorte aussi plus de pouvoir au consommateur qui devient consommateur en même temps et qui a envie d'avoir des produits qui sont de plus en plus sur mesure, de moins en moins standardisés finalement, et qui a envie de pouvoir avoir plus la main sur la manière dont la production va se faire et sur le produit final. Et donc ça se traduit de manière très très différente, effectivement. Ça se traduit par le fait, on a une entreprise comme Nike qui a développé des baskets sur mesure, où en fait on va aller dans une boutique Nike à l'avenir, et puis on pourra choisir exactement sa basket et on pourra l'imprimer. Et donc finalement ça c'est une manière de changer complètement à la fois les relations politiques, géopolitiques, puisque ça va plus être produit en Chine pour être apporté en Europe, mais on va pouvoir aussi relocaliser d'une certaine manière la production. C'est aussi des individus qui ont envie d'avoir des produits qui sont de plus en plus adaptés. C'est exactement la phrase de Joël de Ronet, c'est-à-dire ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils vont pouvoir, à travers cet outil technologique, avoir ce qu'ils veulent tout de suite et le plus rapidement possible. Et donc on a envie aussi d'instantanéité, que ça aille plus vite, et on a envie de se réapproprier la production. Et en même temps, je pense que c'est aussi très philosophique, parce que plus on est dans une société globalisée, mondialisée, plus il y a aussi une perte de repères. Et donc plus on est dans un tout qu'on ne maîtrise pas et qui finalement est très étendu. Et puis Internet a accéléré aussi ce processus. On a l'impression d'être un peu partout tout le temps. En même temps, on a aussi besoin de se recentrer et de revenir en local et de savoir, de recréer son identité aussi. Et son identité, c'est les gens qu'on fréquente, c'est les gens avec lesquels on est, c'est le circuit de consommation qu'on peut avoir. Et donc voilà, donc plus on est dans une perspective globale, plus aussi on a un besoin d'appropriation personnelle du local. Et donc cette révolution industrielle, cette troisième révolution industrielle, c'est aussi philosophique, bien évidemment, c'est économique. Et c'est la réinvention finalement de ce que nous sommes et de ce qu'on a envie d'être à l'avenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est qu'au début, on est à l'aube de cette révolution, parce que tout va s'accélérer encore plus, que les outils et les moyens qui vont être mis à disposition vont grandir de plus en plus. Après, là où moi je mettrais un petit bémol, c'est que est-ce que ça correspond vraiment à un besoin ? Est-ce que c'est vraiment un besoin au sens premier du terme de consommer mieux, d'avoir une meilleure, d'avoir des produits qui sont plus adaptés à ses envies, de pouvoir être dans l'instantanéité, d'avoir des nouvelles technologies qui permettent de faire plein de choses.
Mais quel est le sens de tout ça? Et c'est ça qui m'interroge et c'est ce qui m'intéresse. Mais c'est une interrogation de toutes les jeunes générations. Bien évidemment, et c'est un enjeu business aussi qui est très très fort. C'est donc un enjeu business. Et c'est un enjeu RH, c'est un enjeu, c'est très pluriel. Mais en gros, c'est quoi le sens? À quoi ça sert d'avoir toutes ces nouvelles technologies? À quoi ça sert de pouvoir acheter plus vite, de pouvoir avoir la basket exactement comme on veut? À quoi ça sert tout ça? Parce que finalement, on est dans un monde où les inégalités sont grandissantes, où la pauvreté est de plus en plus importante pays par pays, où on a une pression incroyable sur les ressources naturelles et où finalement on ne va pas pouvoir continuer sur ce modèle-là non plus et satisfaire tout le monde tout de suite maintenant avec tout ce qui existe. Et donc l'idée, à mon sens, c'est de réfléchir au-delà des capacités de ce que permet cette troisième révolution industrielle, comment on va utiliser cet outil pour le rendre et pour créer une économie qui soit à la fois plus inclusive et plus durable. Comment on utilise et comment on crée aussi des startups, des boîtes et comment les grands groupes aussi se transforment de l'intérieur pour être dans une démarche pour créer un impact social, sociétal et environnemental plus fort parce qu'on en a besoin. Parce que sinon, j'aurais une vision plutôt assez pessimiste de l'avenir et de ce que ça pourra donner, parce qu'on n'a plus, avec l'enjeu démographique en plus qu'on a aujourd'hui sur plusieurs continents, on ne va pas pouvoir continuer comme ça très très longtemps. Sébastien Vazin, comment est-ce qu'un grand groupe qui cherche à faire des profits capitalistes prend en compte ses aspirations des nouvelles générations, un nouveau modèle plus durable, effectivement, plus inclusif? Est-ce que c'est quelque chose qui vous apparaît quand même comme une tendance et donc à laquelle, même si vous devez rester dans une logique, vous devez aussi payer les 260 000 personnes qui travaillent pour vous, vous devez aussi prendre en compte cette dimension? C'est totalement schizophrène. C'est-à-dire que ce que dit Nicolas, j'ai passé beaucoup de temps avec toute cette nouvelle génération, à 90%, heureusement d'ailleurs, ils ne parlent exactement comme lui. Moi, je suis frappé par une chose qui est plus importante, y compris d'ailleurs, vous rentrez les patrons de Twitter et ainsi de suite, ils vous parlent, une fois qu'ils ont fait fortune, ils vous parlent de leur quête de sens, de ce qu'ils veulent apporter à la société. Ces Américains ont un truc formidable, c'est de nous prendre tant de temps pour les idiots. Tout d'un coup, ils rentrent sur un truc, je veux faire le bien sur Nicolas a fait fortune, peut-être? Non, je ne dis pas ça, Nicolas. Je dis que toute cette génération, quand je leur demande où est-ce qu'ils veulent être dans 10 ans, 2/3 d'entre eux me parlent climat, gestion de déchets, corporate social responsibility. C'est frappant, et c'est pas fin. C'est qu'ils ont ça dans le bide, et ils ont envie de vivre une vie professionnelle, une vie personnelle. On revient à la notion de transformation, c'est-à-dire que la personne veut ressentir quelque chose. Et donc, ce qui est schizophrène pour moi, c'est de mêler deux choses qui sont probablement totalement antinomiques. C'est de gérer des contraintes de chiffre d'affaires, de résultats semestriels, sur lesquels je suis jugé par mes actionnaires, avec une demande de plus en plus aiguë d'être de plus en plus rapide, de plus en plus efficace et donc de plus en plus rentable, avec cette gestion qui est beaucoup plus moyen-long terme, qui n'est pas du tout profit-driven, mais qui est comment je vais insérer Accor dans le monde de demain, répondre aux attentes de mes collaborateurs, de mes clients, et sur lequel ça ne se quantifie pas. Ça s'apprécie dans le temps, et donc vous devez savoir accepter. Et c'est marrant parce que j'ai changé Kazakh très vite. J'ai été financier pendant très longtemps, j'ai été très axé sur les résultats, sur la performance, et je m'aperçois maintenant, ça va être là, j'appelle ça la sagesse, ou la maturité, que j'ai mon état d'esprit et même mon échelle de pensée passe d'abord par la personne, par le monde dans lequel je vis. Après, les résultats seront, j'espère, les profits. Mais si on ne répond pas à la question de Nicolas sur en quoi j'existe, à quoi je sers, à qui je réponds, qu'est-ce que je détruis en faisant ce que je fais, c'est qu'on aura raté un parcours et un chemin de sa vie. Jean-Louis Bouchard, chez Econocom également, cette question de la disruption de l'humain, finalement. Oui, elle est fondamentale, mais je suis d'accord avec 90% de ce que dit Nicolas, mais il y a 10% quand même avec lequel je suis absolument pas d'accord, et qui est le fait que les inégalités vont en grandissant. Non, mais c'est votre conviction. La plupart des gens, quand je leur demande, vous auriez envie de vivre 50 ans en arrière, au hasard quelque part, dans le monde ou en France, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient envie de revenir en arrière. Je pense qu'il y a des choses fondamentales dont vous parlez, c'est des vraies questions. Mais sur la création de biens, de valeurs, sur l'éducation, sur la formation, sur l'accès au savoir, on parlait des 3 milliards de smartphones. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait 3 milliards dans le monde qui ont accès à Google
ou à Alibaba, ou je ne sais plus comment s'appelle le chinois qui est l'équivalent de Google, c'est d'une façon de gommer d'une façon formidable les inégalités. Investir comme on le fait par exemple chez Econocom dans tout ce qui est médical et la prestation dans médicale. Le médical et l'éducation, par exemple. Oui, mais l'éducation et le médical, c'est des progrès fondamentaux. Donc, il y a certaines inégalités qui vont en s'accroissant. Par exemple, on parle beaucoup des salaires des grands patrons, on cite beaucoup de quelques fortunes. Au niveau mondial, pour moi, c'est pas très important. C'est vérifier que tout le monde a accès à la santé et à l'éducation, c'est fondamental. Est-ce qu'on contribue à cet accès à la santé et à l'éducation ? Ça, c'est une vraie préoccupation de tout le monde. Donc c'est une responsabilité et chez Econocom et dans nos investissements, on est parfaitement concentré là-dessus, parce que c'est ça qui fera la différence. Nicolas, mais on va pas faire un débat politique sur la mondialisation, sinon on n'en sort pas là. Je rebondis, mais mais quand même, non mais je vois bien évidemment que il y a un progrès technique et il y a un progrès technique dans l'éducation, dans la santé qui permettent l'amélioration des conditions de vie, etc. Ça c'est une réalité. Moi bien évidemment, quand je parle d'inégalité, je vous invite à lire par exemple un très bon ouvrage de Thomas Piketty qui retrace sur 150 ans les inégalités partout dans le monde et qui démontre que justement il y a dans les années 70 un col bleu aux États-Unis ou en Europe qui voulait avoir les conditions de vie d'un col blanc devait travailler une trentaine d'années et qu'aujourd'hui pour la même chose, pour arriver à la même chose, il faudrait qu'il travaille 250 ans et que du coup se crée quand même une certaine dichotomie entre différentes personnes et où aujourd'hui c'est une réalité que je vois. Moi, ma petite expérience que je peux avoir dans la Silicon Valley où j'ai créé justement une entreprise à impact social avec Google et avec eBay, on se rend compte qu'à la fois la Silicon Valley crée énormément de richesses, que c'est extraordinaire, que les startups grandissent, qu'il y a un investissement de fou, que l'innovation se fait vraiment en partie là-bas, etc. Et que certains en profitent, deviennent très riches, mais que globalement ça amène un certain nombre d'intelligence et de personnes très smart qui viennent du monde entier. Et de l'autre, ça crée aussi une précarité, un désespoir. Je vous invite à vous balader dans les rues de San Francisco le soir à partir de 18h. C'est rempli de personnes SDF, rempli de personnes qui sont dans une situation absolument terrifiante, qui devraient être dans des hôpitaux psychiatriques, qui sont sous crack, qui sont dans la prostitution. Enfin, je ne veux pas caricaturer, mais quand même, on voit que, et c'est un phénomène qui se fait que s'accélérer, que le capitalisme aujourd'hui, et moi je crois que le capitalisme est la solution aux problématiques auxquelles on est confronté, mais que le capitalisme un peu débridé dans lequel on est aujourd'hui crée aussi beaucoup de personnes qui sont plus à la marge et que globalement, juste d'un point de vue pragmatique et d'un point de vue business, au-delà d'un aspect moral, parce que moi je suis pas du tout là pour réfléchir à ces questions-là, mais juste d'un point de vue business, on sent que ça crée énormément de tensions et que demain, ces inégalités-là vont faire aussi que, quand on voit à San Francisco, encore une fois, que les bus de Google sont caillassés régulièrement, etc., parce qu'ils amènent ces nouvelles populations de type de la tech, etc., par les populations parce qu'ils leur prennent leur arrêt de bus, etc., on sent qu'il y a quand même une pression qui est en train de se créer, qu'on ne va pas pouvoir continuer jusqu'au bout et qu'il y a une injustice. Et ça me permet de recouper sur un enjeu business et un business RH, et sur un enjeu RH. Discutant avec le DRH de Google dans le monde, il me dit, donc quand on a monté notre projet ensemble pour justement créer un business inclusif dans la Silicon Valley pour les populations en local sur le territoire de Google et d'eBay, il me dit, mais moi la première question que me posent tous mes nouveaux salariés que j'ai, ceux qui viennent d'Asie, d'Europe, des États-Unis, la première question c'est que fait Google pour la communauté, pour la collectivité ? Comment moi je serais fier de travailler chez Google ? Qu'est-ce que, par rapport à Facebook, par rapport à un autre, etc., qu'est-ce qui fait la différence et pourquoi moi j'ai envie de le faire ? Et ça, c'est un truc qui est ancré dans ces générations-là, qui est très très fort et auquel les grandes boîtes ont aussi un peu du mal à répondre. Une boîte comme Google, c'est marrant, elle a décidé de donner du temps libre pour que les gens puissent travailler sur des projets sociaux, humanitaires, dans des associations, etc. Aujourd'hui, il y a plus de 20% du temps d'un salarié est consacré à autre chose que son travail de base, parce que c'est un vrai besoin. Et qu'aujourd'hui, si on veut attirer des talents, si on veut attirer cette nouvelle génération aussi, il faut pouvoir répondre à ça,
parce qu'on a une génération qui a envie d'avoir du sens dans ce qu'elle fait. Jeune ou moins jeune d'ailleurs, je reviendrai sur l'idée du Château de Comex, où on a énormément de gens qui viennent nous voir, notamment en France. Je suis monté un fonds de private equity pour les boîtes à impact social ici. Et j'ai un nombre de personnes qui viennent du monde de la finance, qui ont fait de l'argent, etc. et qui viennent nous voir en disant, bon bah voilà, maintenant on a fait de l'argent, mais on se dit au bout de 15 ans, 20 ans d'expérience, qu'on a envie de changer les choses et qu'on a envie de contribuer positivement aussi à la société, on a envie de changer de carrière. Et on voit qu'il y a vraiment ce changement de paradigme. Et ça, je trouve ça encourageant, c'est bien. Mais il faut pouvoir aussi apporter des solutions et des vraies solutions à ces problématiques. Louis. Alors là, je partage totalement ce qui s'est dit. Mais je pense qu'il y a deux sujets différents. Il y a l'inégalité qui est insupportable, et puis il y a ce qu'on procure au col bleu par rapport à celui d'il y a 50 ans, où on lui procure beaucoup plus que ce qu'il n'avait. Donc, mais adresser le problème comme vous le faites est, à mon avis, juste et fondamental. On le fait, nous, de façon chez Econocom, de façon un peu différente, mais par exemple, on cotise dans une entreprise qui s'appelle Passerelle Numérique, qui forme tous les informaticiens cambodgiens et au Vietnam, où tous les ans, on forme 150 ingénieurs et 70% des informaticiens cambodgiens. Et ils viennent des endroits les plus pauvres. On a 2 camionnettes qui sillonnent tout le Cambodge, toute l'année, pour regarder s'il n'y a pas des Lexus dans les jardins et chez les paysans. On sélectionne leurs élèves à la capacité à passer certains tests. On les accueille à Phnom Penh jour et nuit, j'allais dire. Ils sont en pensionnat et c'est 2 ans de formation et 98% trouvent un job dans les 3 mois de leur sortie. Donc ça, on peut le faire d'une façon, et il faut le faire partout. Mais en même temps, notre rôle, il est aussi d'augmenter tout ce qu'à la base. Vous voyez, parce que c'est la meilleure façon de réduire l'inégalité, c'est aussi de faire progresser la base. C'est donner des soins médicaux à tout le monde. Mais les 2 combats doivent être menés. Alors, pour pas que ce soit un dialogue entre vous deux, l'idée, voilà, peut-être interpeller Sébastien et puis conclure là-dessus avant de prendre une ou deux questions. C'est d'ailleurs une question que je trouve assez intéressante finalement aujourd'hui quand les systèmes politiques sont en train de changer. Enfin, on voit qu'il y a quand même que ça bouge pas mal. On se dit, moi ce qui m'intéresse chez vous, c'est alors à la fois c'est un grand groupe, etc. À la fois vous êtes aussi pour un peu de régulation, enfin voilà, que par exemple dans une ville comme Paris, la ville de Paris doit pouvoir agir aussi par rapport à Airbnb, etc. pour réguler. Je crois que vous avez dit récemment que c'était bien aussi d'avoir des politiques qui favorisaient l'emploi local, qu'il fallait pouvoir aussi travailler là-dessus. Est-ce qu'on peut aujourd'hui être capitaine d'industrie et capitaine d'un grand groupe et en même temps être pour plus de régulation de l'État? Quel est le rôle de l'État? Quel rôle de l'État l'État doit-il avoir au XXIe siècle dans le cadre de cette révolution industrielle? Est-ce que c'est vraiment se retirer comme le veulent les startups de la Silicon Valley, ou est-ce que justement l'État aurait un rôle à jouer et devrait se réinventer par rapport à ça? Alors ça, ma conviction elle est très claire là-dessus. Par rapport aux grandes entreprises, l'État a un seul rôle à jouer. Et c'est un rôle qu'elle ne joue pas aujourd'hui. Là aussi, il faut que je fasse attention. Et qui est indispensable, urgent, et sur lequel les solutions n'ont même pas vraiment été ébauchées et réfléchies. Je le dis, je le répète, nous avons 5500 collaborateurs dans les sièges, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les hôtels, dans les différentes capitales dans le monde. Je le dis grossièrement et je fais là aussi attention. Nous avons à peu près 3 catégories différentes de collaborateurs. Nous avons une catégorie, qu'elle soit 25% ou un tiers, peu importe, qui sont des gens sachants, mobiles, agiles, locomotives et qui adorent le temps présent, qui adorent l'incertitude de demain et qui sont forts de propositions. Vous avez un tiers qui comprend le temps dans lequel ils vivent, qui aimeraient bien être acteurs, qui ne peuvent pas être moteurs, mais qui ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on les aide à être formés. Vous avez un tiers qui ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent, qui ne l'aiment pas forcément et qui n'ont pas envie d'accompagner le monde de demain parce qu'ils aimaient bien le monde d'hier. Donc mon rôle à moi, c'est de réfléchir avec les pouvoirs publics comment je fais pour ne pas laisser ce dernier tiers de côté.
Voilà, donc voilà le rôle de l'État vis-à-vis des grandes entreprises. On doit nous permettre d'être agiles pour répondre au monde de demain, mais on sait très bien qu'avec la structure qui est la nôtre, on n'est pas capable de le faire tout seul. Voilà la seule chose que je leur demande de réfléchir avec moi. Peut-être un mot sur les ordonnances travail, du coup, parce qu'on pourrait penser que ce qui est proposé permette une adaptation plus rapide, et c'est un des objectifs des entreprises aux mutations. Mais si ça doit se traduire uniquement par le fait de jeter, entre guillemets, ceux qui sont considérés comme inadaptés parce qu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel on vit ou ils ne parlent pas anglais ou autre, ça risque effectivement d'être plus un effet, ça peut avoir un effet négatif, augmentation du chômage, un effet d'aubaine pour des entreprises, entre guillemets, de jeter des salariés inadaptés. Comment éviter ça, justement, cette critique qu'on entend que je sois parfaitement compris, hein. C'est pas que je pèse mes mots. Je ne veux pas laisser ce tiers de côté. C'est-à-dire je n'ai pas dans la tête de me séparer de ce tiers-là. Donc la bataille, c'est la formation. La bataille, c'est de la formation, c'est dans quel territoire, c'est qu'ils puissent se repositionner, qu'ils puissent être multi-employeurs, on en a parlé, qu'on leur laisse une liberté d'entreprendre. Il y a plein de choses. Je dis juste qu'il y a des œillères qui sont mises aujourd'hui par les pouvoirs publics qui pourtant connaissent. Et vous démultipliez ce à quoi Accor fait face par rapport à ce à quoi Peugeot fait face, ce à quoi d'entreprise. Ou l'État fait face lui-même. Mais l'État aussi, dans sa propre administration. Cette réponse, on doit collectivement y réfléchir sans le prisme du passé pour faire en sorte que ces gens-là, on leur donne cette nouvelle chance, cette nouvelle vie, ces nouveaux atouts. C'est tout ce que je dis. On les a identifiés, mais il serait temps qu'on se bouge les fesses. Jean-Louis. L'éducation, autrefois, elle a été prise en charge par l'État à Jules Ferry, 1904, etc. Donc aujourd'hui, la durée de vie a augmenté, a doublé. Elle augmente d'1 an tous les 4 ans. Et l'État ne peut pas continuer à former des gens pendant 10 ou 15 ans qui vont être formés toute leur vie ou qui auront besoin de formation et d'éducation toute leur vie. Et donc je pense qu'il faut que l'État rende une partie de cette formation aux organisations, aux entreprises, aux hôpitaux, aux écoles, et c'est aux gens qui dirigent ces organisations. Ça va être la deuxième jambe de la flexi-sécurité. On l'attend pour l'automne. L'État ne peut pas tout faire. Il faut arrêter à demander. Par contre, il faut demander une chose à l'État, c'est de faire respecter la concurrence. Je pense qu'une société capitaliste ne peut fonctionner, ne peut perdurer que si les règles de concurrence sont mises en place et imposées par les États. Bon. Là, on va refaire le débat si on repart sur ce secteur dans l'hôtellerie. Donc, on a essayé de l'éviter. Non, mais c'est vrai pour les startups, c'est vrai pour les PME, c'est vrai pour tout le monde. Il faut faire respecter. Et en même temps, c'est ça la disruption. C'est parfois ceux qui osent aller au-delà des règles. Dans votre secteur, les Airbnb, les bookings, ils ont joué les lignes en matière de règles, que ce soit fiscales ou parfois juridiques. Uber, n'en parlons pas, bien sûr. La formation doit revenir dans les organisations. C'est elle-même. On sait, Sébastien, c'est mieux que l'AFPA, de qui il a besoin, de comment former, de comment faire évoluer ce tiers de personnes, de ceux qui vont dans le tiers réussir à passer le cap, ceux qu'il va falloir accompagner de façon différente. Vous êtes beaucoup mieux armés que des fonctionnaires de l'État qui font tout ce qu'ils peuvent. Après, on va passer à autre chose. On a deux chances. Il y a une première chance, c'est qu'Accor emploie 80 000 nouvelles personnes par an. Ça veut dire que j'ai cette capacité de rebond. C'est un certain nombre de gens qui sont dans les sièges pour leur offrir une expérience terrain. Et en plus qui est gratifiante personnellement. Donc, deuxième chose, on a heureusement depuis 50 ans, mes prédécesseurs, une relation syndicale extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une transparence dans justement les enjeux, les atouts, les contraintes, qui fait que le dialogue existe. Donc voilà, donc on n'a pas de seuil de réticence. Je dis juste que pour pouvoir mettre tout ça en place, on rentre dans la flexibilité d'autres choses, qui d'ailleurs, État par État, mon souci n'est pas que l'État français. Bien sûr, bien sûr. Alors, excellente transition pour qu'on prenne la question de l'école Ferrandi, je ne sais pas si étudiante est dans la salle. Venez avec nous, peut-être. Bien sûr, oui. Alors, enfin, c'est sûr. Alors, non, mais on va se tenir. On vous donne un micro là. Peut-être présentez-vous, expliquez-nous votre expérience à Ferrandi, ce que vous faites, et interpellez Sébastien Bazin. Et on va clôturer peut-être, parce qu'on a eu un petit incident de timing. Donc, on voulait donner la parole à la salle, mais je pense. Oui, bon, je terminerai par ça, Jean-Christophe. Allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Lucie Delaney, je suis en 2e année de bachelor F&B and Hospitality Management. J'aurais aimé savoir si, avec le Shadow Comex qui a été énormément médiatisé, si vous avez constaté une augmentation des jeunes candidats pour le groupe Accor. Bonne question, parce que la question, est-ce que les jeunes ont encore envie de travailler dans des grands groupes aujourd'hui ? Multiplié par 10. C'est-à-dire le nombre de candidatures qui viennent de jeunes. Vous savez, j'ai été provocateur il y a 3 ans. Je crois que c'était HEC. Et donc, c'était contre eux. On avait une table et il y avait Airbnb, le patron d'Airbnb Europe, et moi.
Je dois dire que ça, pendant au moins 50 minutes, 1 heure, ils étaient tous pour le gars d'Airbnb. C'était formidable, c'était marrant, il était jeune, enfin il avait tout ce qu'il fallait lui. Et puis à un moment donné, ça m'agaçait tellement qu'ils étaient, je ne sais pas, 300, 400 dans l'auditorium. Je leur ai dit, mais vous savez, vous me faites tous marrer là, en train d'être faites et causes pour Airbnb, moi j'étais ringard, tout ce que j'avais. Mais vous tous dans la salle, pour au moins 2/3 d'entre vous, ce qui vous intéresse, si vous ne voulez pas être entrepreneur, c'est d'avoir un CDI. Et en plus, vous allez m'enquiquiner parce que vous allez pouvoir comparer à 1 000 € près si le CDI qu'on vous octroie est bien celui dont HEC aujourd'hui est redevable. Est-ce que vous comparez? Si vous croyez que c'est le gars d'à côté qui va vous donner un CDI ou c'est moi? C'est marrant, ça a changé complètement les dernières 40 minutes. Ils sont devenus très sympas avec moi. Donc voilà, là, et ce que juste voulais vous dire, parce que je vais être provocateur à souhait là-dessus, c'est dur parce qu'il va falloir que je m'en mêle dans l'enseignement. Vous êtes chez Ferrandi, on est nous aussi très proches de l'Institut Paul Bocuse, on est proche de Glion, on est proche de vous. Il y a une chose que je voudrais faire et qui est extrêmement importante, c'est que je voudrais aller voir les enseignants de Ferrandi, de Bocuse, de Lausanne, qu'on arrête de forcer les différents étudiants, surtout en food and beverage, de mettre la main dans le dos quand on sert quelqu'un. Cette espèce de gestuelle où on est comme ça, c'est d'un autre siècle et pourtant on l'enseigne toujours. Le client n'a plus envie de cette espèce de décalage entre ce qu'on a enseigné dans la formation, dans la rigidité de quelqu'un. Le client, il a envie que celui qui le sert lui ressemble. Je vais y arriver, mais ça va me prendre du temps. Est-ce que c'est vrai? Enfin, j'ai la chance que Ferrandi soit toujours dans l'actualité et on a des professeurs qui sortent. Là, j'ai une professeure justement qui vient juste de sortir donc d'un hôtel chez Marriott, par contre. Mais elle est restée dans l'actualité, donc en fait, on est toujours... Vous ne trouvez pas l'enseignement un peu vieillot? Non, du tout, moderne. du tout. Vous êtes d'accord avec l'idée qu'il faut que le client et la personne qui le sert se ressemblent? D'ailleurs, quand vous sortez en boîte le soir, vous sortez habillé comme ça, non? Non. Est-ce que vous avez une autre question pour Sébastien Bazin? Non, c'était tout. Bon, écoutez, on vous remercie d'avoir beaucoup. Avant de finir, parce que sinon, Jean-Christophe Tortora me le reprocherait, il en a parlé tout à l'heure, évidemment, et on ne peut pas laisser Sébastien Bazin partir sans nous dire un mot de l'opportunité des Jeux Olympiques. Comment on peut on va les avoir, donc c'est sûr, comment on peut s'y préparer, comment vous vous y préparez? Est-ce que c'est quelque part une chance, là pour le coup, pour la France, pour Paris, d'accélérer un certain nombre d'investissements que vous avez en tête? Est-ce que vous avez des initiatives envisageables dans ce secteur? Et qu'est-ce que vous attendez aussi? Là, Nicolas a participé beaucoup, il peut en dire un mot à la candidature des JO. Qu'est-ce que vous attendez pour que ce soit un succès? Moi, j'en attends. D'abord, il y a une chose qu'il faut dire, et Nicolas a été étroitement associé. Il faut juste, j'espère qu'on l'aura, il est probable qu'on l'ait dans une semaine, mais n'oublions pas toute l'architecture, toute l'intelligence, tout le bon sens, tous les individus qui ont été derrière depuis 2 ans. C'est-à-dire que la France ait compris de mettre en devant les athlètes, que Tony Estanguet a pris la posture qui était la sienne. Tout d'un coup, la France a démontré, si nous avons les Jeux Olympiques, cette capacité à réfléchir et à se discipliner, un degré d'exigence hyper élevé, une connaissance de l'environnement formidable. Donc, si c'est obtenu, ce n'est pas du tout par défaut, ce n'est pas du tout par hasard, c'est parce qu'il y a eu en amont une réflexion formidable. C'est la première chose. Donc, individu et ce qui a été fait. Deuxième chose, apprenons de Londres. Les Jeux Olympiques ont transformé Londres en termes d'infrastructure, en termes de rayonnement, en termes de visibilité. Donc, essayons de répliquer à Paris ce que Londres a eu, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses bien, tout en limitant le budget, on est capable de le faire. Après ça, pour moi, pour le groupe Accor, on ne peut pas être étranger à ça. Ce que je voudrais vraiment faire, je ne sais pas si je vais arriver à convaincre le comité d'organisation, la place d'Accor pour les Jeux Olympiques, telle que moi je l'aperçois, elle est sur les Paralympiques. Je pense que l'handicap, ces Jeux Olympiques qui sont 15 jours après, la charge émotionnelle, le message qu'on peut faire passer pour enfin mettre en exergue les Jeux paralympiques est probablement tout aussi important, voire plus, parce que peu de villes ont été capables de faire ça. Voilà là où je voudrais retrouver Accor. Nicolas, les Jeux inclusifs. Ouais, bah, 2 choses.
La première, c'est que je pense que ces Jeux Olympiques, c'est l'occasion de créer le Grand Paris et de le concrétiser. Alors, il existe administrativement, mais c'est vraiment tout l'enjeu. C'est de faire de Paris une véritable métropole internationale à la dimension aujourd'hui de ses concurrentes. Et le deuxième, bien évidemment, c'est que c'est l'occasion unique. Et je pense que s'il y a une industrie, et pour terminer là-dessus, mais s'il y a une industrie qui n'a pas été vraiment disruptée, c'est les Jeux Olympiques. Dans la manière d'être organisé, etc. C'est toujours très beau, c'est toujours très léché, c'est un spectacle qui est très très bien organisé. Mais le vrai enjeu, je pense, c'est vraiment d'en faire quelque chose de complètement nouveau. Et je compte beaucoup sur la candidature de Paris pour justement créer des Jeux Olympiques qui soient dans cette troisième révolution industrielle, et donc à réinventer tout ça et d'abord d'en faire des Jeux Olympiques et les premiers de l'histoire véritablement inclusifs et durables, à la fois sur les Paralympiques bien évidemment, mais en même temps pour que ce soit aussi des entreprises en local qui puissent participer plus que ce qui est le cas d'habitude aussi dans la construction de la candidature, et puis donner les moyens et faire de l'empowerment, comme on dit en anglais, pour pouvoir accompagner le développement de ces startups et de cette nouvelle économie, cette nouvelle génération d'acteurs économiques qui croient en un monde plus durable et plus inclusif. Jean-Louis, un mot sur les JO, parce que c'est la France de dans 10 ans. Oui, sur le passé aussi, d'une façon beaucoup plus matérielle, mais qui touche à l'éducation. Aux Jeux de Londres, Econocom a été retenu et a donné la prestation informatique pour tous les Jeux de Londres. Ça veut dire 23 000 journalistes, 24 000 athlètes qui participent, tous les iPads, iPhones, ordinateurs. Enfin, vous imaginez l'industrie qu'il y a derrière. Et donc les Anglais, toujours très pragmatiques et intelligents, ont obtenu du constructeur qui était asiatique le fait qu'il leur donne aux JO Londres tous ces équipements. Ils nous les ont revendus. Donc les JO de Londres nous ont vendu à Econocom les équipements. On les a mis à disposition pendant 1 an. Donc on a formé des utilisateurs, on a tout installé, on a tout fait. Et à la sortie, on les a achetés pas très cher quand même, c'était prix de revient constructeur. On les a revendus dans toutes les écoles, les universités autour de Londres à des prix complètement discountés, peut-être à 10% du prix neuf. Donc on a participé sur toute la chaîne de façon très matérielle. C'est peut-être moins élogieux que ce que vous venez de dire, raconter, mais concrètement, ça veut dire qu'il y a à peu près 50 000 étudiants qui ont eu un équipement informatique à 10% du prix neuf. Bien, mesdames et messieurs, ça fait 2 heures que nous sommes ensemble. C'est un grand plaisir. Je crois que pour pouvoir continuer à disrupter chacun chez nous, on va se libérer. On va remercier Sébastien, Jean-Louis, Nicolas et la barbe. La prochaine fois, on viendra barbu.